Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit Manon Bril. Alors Manon, on t'a toutes et tous découvert sur YouTube avec ta chaîne C'est une autre histoire, créée en 2015. 700 000 abonnés quand même, hein, j'ai vu ça en préparant l'interview. Je sais pas pourquoi dans ma tête, parce que je te suis depuis très longtemps, je pense que je te suis pas depuis la création de la chaîne, mais ça doit faire quand même un certain nombre d'années. C'était, tu vois, je me disais, oh la chaîne elle a 200, 300 000 abonnés, c'est incroyable et Et tout. Quand non, j'ai qu'est-ce vu, qu'il y a? ouah, 700 000 abonnés, c'est C'est pas hyper mal, impressionnant. c'est pas mal. Mais c'est l'époque où on faisait des dessins animés, ça nous a fait énormément croître la chaîne. Ouais, c'est vrai que le dessin animé avec la sirène du mercredi, c'est un truc Ouais, je ouais, pense, bien qui est resté dans la tête de pas mal de monde. Et les trucs étaient, enfin, les dessins animés sont géniaux, ils sont toujours à voir d'ailleurs sur ta chaîne, il faut y aller. Mais je trouve que tout à 700 fait. 000 abonnés pour une chaîne de vulgarisation Cool, historique, c'est ça fait hallucinant. plaisir. Bon, après, je suis far from nota bene quand même, hein, j'ai de la marge de progression encore. Ouais, mais c'est quand même très bien. Enfin, je veux dire, Ah, voilà, c'est c'est. super, c'est Faut super. arrêter de se comparer, Manon. Attention, Oui, hein. c'est vrai. Surtout aux hommes, tu peux pas faire le poids de toute façon. Bah pourquoi? Bah, parce que c'est des hommes. Je suis moins bonne en vulgarisation, en sciences et en montage, donc Ah oui, mais ça, c'est comme ça, c'est la nature, hein. bah, c'est naturel. Ça tourne mal. Ça y Ça est, tombe très vite mal. ça tourne aussi mal. Non, mais je sais pas, enfin, du coup, j'ai pas vraiment fini l'intro, mais en même temps, tu balances un, Pardon. un pavé dans la mare, j'ai envie de te dire. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as ressenti dans la création avec ta chaîne, ou c'est un truc où tu t'es senti freiné, ou des problèmes que t'as rencontrés au fur et à mesure de ton travail? Bah, en vrai, tu sais que en tant que meuf, tu es plus soumise à la critique, tu plus, ton discours, il est plus remis en cause en moyenne que celui des hommes, même si bien sûr celui des hommes aussi l'est. Mais, tu sais, ça enfin, tu vois, on a plein de chiffres sur ça, tu es plus soumis à du harcèlement en ligne, à de la haine, à des commentaires sur ton physique, statistiquement que les gars. Donc, oui, 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 ça bah, moi, par exemple, je lis plus les commentaires, tu vois? Hmm. Depuis longtemps, pour pas que ça me mine. Il y a des formats que je mets pas sur YouTube, qui marchent bien sur Insta et TikTok, mais que je mets pas sur YouTube parce que c'est une catastrophe à chaque fois. Enfin, tu vois, ce genre de truc, Quand donc tu ça dis peut c'est avoir une catastrophe, un c'est quoi? usage. C'est des commentaires sexistes, Ouais, injurieux? c'est des désabonnements, c'est des commentaires sexistes, les formats sur les meufs, qui sont écrasées par le patriarcat qui marchent très, très bien sur Insta. De temps en temps, je tente d'en mettre un sur YouTube à chaque fois. C'est les gens s'en vont en masse, donc mais des fois, je suis là, je devrais peut-être insister et faire un tri dans la chaîne. Donc on Mhm. retomberait à 200 000 abonnés. Mais, mais en vrai, c'est un peu pénible, puis ça il y a quand même mon business qui repose sur ça aussi évidemment, donc c'est toujours un peu partagé entre, est-ce que je dois lutter contre ça et continuer à faire ce que je veux faire ou est-ce que je dois aussi préserver mon modèle économique? Enfin, c'est des trucs un peu Ouais, et c'est ça des aussi, tu vois? arbitrages hyper chauds à faire, hein, quand même. Ouais, c'est chiant, mais bah, tu vois, typiquement, la dernière vidéo que j'ai postée, ça parle des meufs qui ont fait le marathon alors qu'on avait dit aux meufs à l'époque, à une époque où le marathon était interdit aux femmes et on leur disait notamment: «Vous allez mourir si vous courez, vous allez votre utérus va tomber, Hmm. vous allez développer des poils» et et bref, donc la pire chose, soit mourir, soit devenir masculine. La pire chose peut vous arriver madame, ne Imagine, faites soit tu pas. meurs, soit t'as des poils, Soit quoi. tu Non, as des mais poils, wow! ton utérus tombe, donc ça serait très grave et donc dans les années 60-70, il y a des meufs, elles ont fait: «Non mais moi je cours, un marathon en fait» et du coup, elles se sont incrustées, dans les marathons puis petit à petit, elles ont réussi à se faire voir et à ce que, le marathon soit autorisé aux femmes, mais c'est extrêmement récent. Enfin, c'est des meufs qui sont toujours en vie, il y a plein d'interviews d'elles, sur, YouTube et tout. Bref, j'ai juste parlé de ça, ce qui me semble extrêmement consensuel. C'est-à-dire, tu as pas beaucoup de gens aujourd'hui pour dire: «Non, les femmes peuvent pas courir un marathon». J'ai eu 2-3 gogos dans les commentaires comme toujours. Mais tu vois, genre, tout le monde sait que les femmes, elles courent des marathons maintenant. Et ben, juste en postant cette vidéo, qui est même enfin, pour moi, qui est le degré zéro du féminisme, tu vois? Mhm. Enfin, le niveau 1 du militantisme, on va dire, c'est pas très, tu vois? C'est pas très, virulent. Bah, j'ai eu un pic de désabonnement à cette vidéo, par exemple, tu vois? Juste parce que c'est un sujet histoire des femmes, Ouais, ouais, d'accord. ça. Donc c'est un peu chiant et tout et en vrai, ben, c'est pas si simple de juste s'en battre les steaks et de continuer à faire pareil, quoi. Bah, du coup, les gens, des fois, ils me disent sur les réseaux, sur Internet et tout, parce que moi, je reçois beaucoup de harcèlement, d'injures et tout, on me dit, ah ouais, mais t'as qu'à ignorer les messages, tu les bloques et tout. Et j'ai loin d'avoir ta notoriété et autant de personnes qui me suivent, donc j'imagine pas, toi, le raz-de-marée que ça doit être. Et pourtant,
Ce que tu disais de pas lire les commentaires et tout, c'est une discipline à laquelle je suis en train d'essayer de m'astreindre parce que tu dis ça, ça me flingue, mais moi c'est vraiment ça me fout en l'air de voir le nombre de messages. Il y a les messages d'injures, il y a les messages de harcèlement, il y a l'extrême droite, tout ce que tu veux, mais il y a aussi les gens qui te suivent qui, cette fois-là, t'es allé contre leurs croyances, t'as dit le truc qui leur plaisait pas et qui disent non mais je me désabonne, c'est de la merde et tout. Et comme tu dis, quand tu veux professionnaliser ton activité et vivre de ce que tu fais en ligne, à chaque fois que tu lis ça, t'as vraiment un truc où tu te remets en question dans l'ensemble en mode de mais Oui, comment oui, je vais faire et tout quoi. faut arrêter avec le il y a qu'à ignorer. C'est pas parce que c'est à l'écrit que c'est virtuel, enfin que justement, que c'est pas parce que c'est IRL et que c'est bon, t'as compris. Oui, c'est pas parce Ça que n'est c'est pas moins une virtuel que insulte c'est en faux. fait. Ouais. Ce n'est pas moins du harcèlement, ça n'est pas moins une insulte. Enfin, ça vraiment. Bon, mais bon, ça fait longtemps qu'on le dit, hein. Non, non, c'est pas. Ça compte, oui, c'est de la haine et il n'y a pas juste à ignorer ça, tu vois. Et aussi, c'est pas parce que. Moi, je dis toujours, c'est pas parce qu'on te dit, bah, en même temps, c'est le jeu, tu t'exposes, c'est ça le jeu, tu vois. Non, en fait, c'est pas parce que j'ai une vie publique ou une partie de ma vie qui est publique et tout, que ça autorise les gens à être des sombres merdes, en fait. Ou à faire des trucs illégaux, tu vois. À me menacer de Mm. viol ou des trucs comme ça. Non, vraiment pas. C'est pas le jeu. C'est pas ça le jeu. Et c'est pas parce que quelqu'un marche dans la rue que t'as le droit de l'agresser. C'est la même chose. C'est pas parce que j'ai un truc qui est visible publiquement que ça autorise les gens à faire des dingues, quoi. À Ouais. discuter, à pas être d'accord, à faire du débat. Ça, c'est très important. Mais l'agressivité ou le harcèlement, non, quoi. Ouais, puis moi, c'est un truc justement aussi qu'on m'a dit plusieurs fois en mode ouais, mais attends, tu parles de l'extrême droite, c'est normal que tu sois menacé de mort, c'est normal de ci, non, ça. Mais de où c'est normal? c'est Non, Qu'est-ce qui se exactement. passe? Je suis pas d'accord avec ta croyance politique, du coup, ça justifie, comme tu dis, des menaces de viol, des menaces de mort, des Ouais. menaces d'agression. On est où en fait? Je veux dire, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est faux. Ouais, il y a peut-être ce truc, il y a une déréalisation de la violence sur le net. Moi, j'ai l'impression, il y a les gens, ils ont l'impression que ce qui se passe. Finalement, on a tellement rendu ordinaire des comportements, mais tu dis, mais dans la vie, si on faisait 1% de ce que font les gens sur Internet, la société, ce serait littéralement des gens qui s'entretuent en se tirant dessus au milieu de la rue. On a Mm. normalisé ça, et plus t'es militant, plus t'es engagé, plus ce que tu dis, ça va dans une forme de militantisme, plus on te renvoie cette image de, oui, non, mais aussi, si tu fermais ta gueule, ce serait quand même un peu plus... Oui. ce serait plus facile pour toi. Donc il y a quand même un truc de silenciation, et je me demandais, toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà amené à te dire... là, j'ai un sujet, j'ai envie de le traiter. Ça, j'ai envie d'en parler, mais je sais que ça va être la boucherie. Alors, je Bah, laisse tomber, quoi. en fait, je le traite, mais je le traite pas sur les mêmes plateformes. Donc c'est déjà une forme de lissage personnel et d'autocensure, comme je te disais. Je mets pas très rarement, de temps en temps, je fais un test pour voir si ça a changé, mais je mets très rarement dans les shorts mes formats féministes que je mets sur Insta et TikTok. Euh, bon, déjà, parce que pour l'instant, les shorts font qu'une minute et c'est chiant. Mais aussi parce que là, c'est le pire endroit des commentaires de toutes les plateformes. Les shorts, c'est vraiment le plus violent, je trouve. Et franchement, c'est pénible. Ça rapporte rien de particulier ni à la chaîne ni rien. Et ça fait partir des gens en masse, même si encore une fois, des fois, je me dis, ben, il vaut mieux qu'ils s'en aillent, ces gens-là. Mais en même temps, du coup, t'as plus de chance de essayer de les atteindre avec autre chose. Enfin bon, bref. Et du coup, mais c'est déjà une forme de lissage, tu vois. Donc je le fais sur les autres plateformes où ça se passe bien. Sur Insta, par exemple, c'est fou quand même, parce qu'à l'envers, ça me fait croître le compte énormément depuis que je fais ça. C'est paradoxal. Mais je les mets pas sur YouTube, quoi. Mais bref, mais j'y pense de plus en plus en mode peut-être que je devrais juste épurer et c'est comme ça. Et aussi atterrir dans un autre algo, parce que ce public, il est aussi sur YouTube. Le public qui peut être intéressé par ça. Et visiblement, pour l'instant, ma chaîne tombe pas là, donc faut que j'arrive à les attraper quelque part, donc peut-être en publiant plus des trucs comme ça, mais c'est un peu douloureux comme épuration en attendant. Et surtout, il y a que cette année, j'avais un peu mis en pause YouTube pour me concentrer sur l'écriture du spectacle, mais là, je suis en train de reprendre, j'ai posté une vidéo tout à l'heure. Et Ah ouais? Aujourd'hui? ouais, Incroyable, mais incroyable. ça y Vous est, avez l'info après en prime 6 time. mois sans rien, on va parler de la culture animale, figurez-vous. Trop Bref, bien, trop ouais, bien. Mais justement, mais enfin, une question que je me posais, rien à voir avec la culture animale, mais par contre, par rapport au réseau, c'est que j'ai l'impression que toi, tu sous-entends, enfin, tu sous-entends ou tu dis dans ce que tu dis que YouTube, c'est pour toi le pire réseau, comparativement à Insta et TikTok. Moi, c'est marrant parce que pour moi, mon pire réseau, c'est TikTok et de loin. Et je me demande si ça vient pas justement de l'algorithme qui a fait qu'il m'a rangé dans une petite case, je sais pas, où il propose en permanence mon contenu à des gens atroces, qui fait que je peux pas en fait tout simplement regarder mes commentaires TikTok. Oh la peut-être, boucherie, mais j'avoue, c'est je regarde horrible. pas trop.
ceux sur TikTok. En fait, TikTok, vraiment, je poste et je m'en vais, je traîne pas du tout là-bas. Hmm. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que je j'ai pas tant vu que ça. Peut-être que ça joue, parce que moi, en tout cas, je te dis pas, ne va pas voir, reste sur ton feeling là, garde-toi cette safe place dans ta tête, tu Ça, vois. on est bien. Mais en vrai, je Non, me enfin, dis, je pense que ça peut le être pire de méga tout, c'est safe. Hein. Twitter, tu vois? Genre, vraiment, là, j'y vais plus du tout, je tweete jamais. Si, je tweete quand je sors une vidéo, j'en ai sorti 2 en 2024, donc voilà. Il a dû y avoir 2 tweets cette année. Si, j'ai tweeté un peu pendant les législatives, du coup, mais bref, là, c'est vraiment la pire des pires endroits. Toi, tu t'en sers? Non. Mais non, tu t'en sers pas. Moi, Twitter, j'y vais pas. Hein. Twitter, j'ai Ouais. abandonné. Enfin, j'y suis jamais allé, j'ai jamais eu de compte. Et quand j'ai voulu m'y mettre, je me suis dit, ah, faut quand même que j'y sois, parce que moi, je bosse quand même un peu comme journaliste et des trucs comme ça. Mmh. Twitter, c'est quand même un peu c'est the central place pour tous les journalistes de France et tout. Mais je Et veux pour dire, l'extrême droite? mais là, c'est horrible. C'est horrible. Faut pas y aller. J'y fous pas un pied. Mais tu serais prête à quitter un réseau si jamais ça devenait comme Twitter, genre, je sais pas. YouTube, ça paraît compliqué parce que, comme tu dis, il y a ton business qui repose sur ça, sur le fait de, bah, à un moment, si t'as plus ça, tu peux Oui. plus payer tes équipes, tu peux plus travailler avec, je sais pas, t'es obligé de virer peut-être des gens de ton entreprise ou je sais pas quoi, donc c'est compliqué. Mais imaginons que tous tes réseaux qui fonctionnent à peu près correctement, que ça t'engage pas à virer des gens. Tu serais prête à quitter une plateforme qui t'a perdu de la visibilité si à un moment donné tu te disais, là, Ben, c'est faut un croire que cauchemar. non, parce que tu vois, Twitter, je l'ouvre plus, mais j'ai pas effacé le compte. J'ai quand même un truc de bon, bah, il y a 100 000 personnes là-bas, je sais pas, on sait jamais. Hmm. Ça a mis du temps à construire aussi, donc j'ai pas mis mon compte en pause ni rien. Donc apparemment non. Mais YouTube, en vrai, je dis ça, enfin, ça reste l'endroit où je peux déposer mes formats longs, où ça me sert. La croissance est moins forte. Et d'ailleurs, en vrai, le gros de mes revenus viennent d'Instagram maintenant. Ok. Mais au moins, c'est l'endroit où je peux me poser pour faire un long format. C'est là que ça s'y prête pour regarder ça et pour poster ça. Hem et Et en plus, maintenant où on a l'habitude de consommer des vidéos très, très longues, limite des podcasts et tout, quand j'ai commencé, tu vois, fallait surtout pas faire une vidéo qui dure plus de 20 minutes. Maintenant, c'est rare que mes vidéos, elles fassent moins de 30 et on peut s'installer et développer le truc, donc ça restera toujours un peu ma vitrine, même si, c'est pas le plus actif ou le plus rémunérateur, Hmm. mais je peux déposer déjà, je peux me faire des kiffs «intellectuellement parlant» entre guillemets et développer des trucs à fond parce que forcément les formats courts, c'est un peu frustrant pour ça, formats verticaux. Mais au moins là, on peut prendre le temps d'expliquer, heu et ça me permet de dire, moi je fais ça à un endroit, tu vois, de montrer un peu, enfin ça reste un «catalogue» pour moi entre guillemets. Même si, c'est beaucoup moins suivi qu'avant et machin, mais c'est OK, tu vois, ça me va bien aussi d'avoir levé le pied, de plus essayer de nourrir un algorithme pour faire grandir la chaîne. Hmm. Elle est bien comme ça et j'ai aussi, j'avoue aussi un truc de les degrés de célébrité. J'ai l'impression que là, je suis à un niveau, c'est très cool et quand ça commence à être plus, c'est là que ça devient désagréable des gens de mon entourage qui sont, tu vois, plus autour des millions d'abonnés et tout. Ça commence à être pénible comme, quotidien, je trouve. Enfin, après, ça dépend de tout le monde, comment tu le vis, de où tu habites et tout. Mais genre, tu peux plus aller à la boulangerie sans qu'il y ait quelqu'un qui te capte ou machin. Ça me fait pas enfin, tu vois, du coup, je suis assez à l'aise que tant que je peux avoir mes sources de revenus, évidemment, pour faire tourner l'équipe et tout, c'est super. Mais ça me va que la croissance, elle est énormément ralentie. Au début, ça m'a stressée comme tout le monde Hmm. quand les vues ont baissé et tout. En plus, moi, j'ai arrêté de faire les dessins animés, donc tu avais beaucoup de gens qui étaient venus pour ça. D'un coup, il y avait plus, donc ça faisait beaucoup moins de vues. C'est vraiment normal puisque tu as 2 ans de gens qui se sont abonnés pour ça et d'un coup, il y a plus cette émission. Logique, ils regardent pas le reste. C'est vraiment très logique. Mais, mais du coup, dans un premier temps, ça m'a miné. Mais là, en fait, en observant les autres, je me rends compte que je suis très, très bien à la place où je suis comme ça et que si ça grandit que tout doucement, c'est très bien. Hmm. Voilà quoi. C'est cool que ça grandisse un petit peu pour, comment dire, la santé de la chaîne, tu vois? Mais ça me va. Parce que là, tu as Bref. l'impression qu'il y a une baisse globale sur YouTube des vues, de la Oui, visibilité bah, des créateurs. ça fait un moment. Ça fait un Hmm. moment on fait plus du tout les vues qu'on faisait à l'époque. Genre moi, maintenant, mon banger, c'était quand j'estime faire un bon nombre de vues maintenant, c'était mes mauvais stats d'autrefois, hein, vraiment. Ah ouais? Mais on est tous comme ça, enfin, ça a en C'est fait, tous, tu veux dire toutes les personnes dans la vulgarisation scientifique ou c'est tous vraiment mes tout potes et tout YouTube? que je connais ah ouais, ouais, grave.
Je sais pas, je compare pas les vues de tout le monde, mais tous les gens avec qui j'en discute, on a vraiment tous ça. Déjà, le temps d'attention, il a été éclaté par, TikTok et compagnie, donc tu as juste moins de temps passé sur YouTube qu'avant. On a tous énormément d'abonnements, donc on a aussi moins de avant, genre, il y avait vraiment un truc de tu voyais toutes les vidéos des chaînes que tu suivais, tu vois? Tu pouvais, quoi. Maintenant, il y a tellement de productions que j'imagine que tu regardes jamais toutes les vidéos des personnes auxquelles tu es abonné. Moi Mm. perso, je regarde plus que très ponctuellement, une vidéo par-ci par-là, y compris des chaînes que j'adore, tu vois? En fait, notre temps libre, on le passe ailleurs, je pense. Donc, Mm. il y a c'est un tout, tu vois? L'offre, elle est saturée et les algos, ils ont changé. On sait aussi qu'à une époque, vraiment, genre, on n'avait pas besoin de s'embêter à faire un titre accrocheur, une miniature comme ci, comme ça, parce que YouTube, il te montrait tes abonnements en premier, il te montrait toutes les vidéos auxquelles tu étais abonné. Et puis ça fait déjà, je sais pas, 4 5 ans que ça a changé, je pense. Mais maintenant, il s'est mis à montrer ce sur quoi tu pourrais cliquer. Et donc, 50 du job, c'est d'amener les gens sur ta vidéo. C'est Veritasium qui a fait une super vidéo d'explication sur ça, sur comment, avec ses équipes, c'est le vulgarisateur américain. Enfin bref, il est hyper fort pour ça et il explique comment il travaille sur. En fait, comment avant, en gros, notamment en vulgarisation, on pouvait mettre des titres hyper pompeux parce qu'on se prenait pour je sais pas qui et certainement Mm. pas on allait mettre des flèches rouges sur nos miniatures et tout parce qu'on valait mieux que ça, tu vois. Mais parce qu'en fait, on savait pas, mais c'est juste parce que YouTube, il montrait nos vidéos de base, on n'avait pas besoin de faire d'efforts pour ça. Nos abonnés, ils allaient tomber dessus, ils allaient les voir, ils allaient cliquer et tout. Alors que ils se sont mis à changer leurs algos pour, j'imagine, des calculs intéressants pour eux qu'ils ont fait. Et en fait, maintenant, c'est plus du tout systématique que tu vois tes abonnements, enfin, tu vas voir les énormes en général, mais pas Mm. toutes les chaînes auxquelles tu es abonné. Et comme en plus tu es abonné à de plus en plus de trucs, voilà. Mais du coup, bah, en fait, il faut pas négliger enfin, il y a vraiment une grosse partie du job qui est faire venir les gens sur ta vidéo, parce que tu peux faire la meilleure vidéo du monde, mais si personne n'a cliqué dessus, ben, ça sert à rien. Et ça, c'est dur et j'avoue que nous, avec notre classicisme un peu des vulgarisateurs, là, au début, on était genre: jamais de la vie, je vais m'abaisser à faire des sur ma miniature et tout». Et en fait, on a fait: «Bon, bah, si, on n'a pas le choix et c'est ça qui marche, on va fermer nos gueules et on va jouer le jeu de la plateforme parce que c'est ça qu'il faut faire». En fait, on Mais, est juste mais venu regarder, tu vois? c'est pas un problème, ça, tu vois, justement, ce côté finalement, on va fermer nos gueules parce que l'algo nous dit de faire ci, faire ça. Je suis d'accord avec toi sur le côté C'est juste qu'on n'a pas le classiste choix. d'une certaine Ben, posture, mais à la c'est fin, bien est-ce que tu vois, aussi on va pas de s'auto-censurer parce que l'algo, il va pas tolérer tel mot, non, pas tel du truc. pas se censurer. Moi, en vrai, ça, je trouve que c'est un exercice d'humilité qui est très bien. Au lieu de faire, Mm. je vais appeler, bah, il dit ça à Veritasium dans sa vidéo. Je vais appeler ma vidéo la théorie des cordes, nanani nana, personne va cliquer, gars. Et genre, juste parce que c'était beaux yeux, on va cliquer. Non, on fait un effort de vulgarisation et fait venir les gens avec un. Enfin, tu vois, genre, en fait, on s'est pris pour qui aussi, tu vois? Mm. Genre, enfin, je trouve qu'il y a un truc prétentieux là-dessus aussi. De genre, c'était toute une vibe de mais nous, on fait du contenu qui a de la valeur, c'est mieux que l'humour, c'est mieux que les tutos beauté et tout. Et ben, ça nous a bien, remis à la place de tout le monde en mode, enfin non, en fait, nous aussi enfin, je sais pas, c'était prétentieux en vrai comme, posture et ça, je trouve que c'est pas trop un mal, que ça nous oblige à faire des efforts de bah, en fait, c'est encore une étape de vulgarisation aussi de dire c'est quoi l'info trop intéressante de ta vidéo que tu vas placer dans le titre Mm. pour accrocher les gens. Genre, c'est Syllabus qui est trop doué à ça, tu vois? Genre, très souvent, elle pose une question dans le titre que tu ne serais pas posée, mais maintenant que tu as vu la question, tu veux savoir la réponse et donc tu vas aller sur la vidéo. Bah, c'est du clickbait au sens positif du terme, c'est-à-dire elle a réussi à nous hooked. Mais c'est pas putaclic dans le sens où c'est pas mensonger par rapport à ce qu'il y a dans la vidéo. Euh, mais c'est aussi un exercice de bon vulgarisateur, vulgarisatrice que de donner des miettes pour Mm. attirer les gens. Enfin, ça fait partie de l'exo pour moi, je trouve. Et aussi du coup, de faire un contenu que tu destines vraiment au grand public et pas juste à les initiés, un Ouais, télo qui te suivent, et ça, enfin, je tu pense, vois. tu mets le doigt sur un gros truc, c'est que je trouve, moi, c'est un problème que j'ai longtemps eu avec la vulgarisation et que j'ai par exemple avec les essais, tu sais, les gens qui publient des essais et tout, c'est qu'on voit qu'on est sur un type de littérature ou un type de contenu
assez pédant, qui prend les gens un peu de haut et qui s'adresse en fait pas à tout le monde. Le but, c'est pas de dire je transmets ce savoir à tout le monde. Non, 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 c'est pour les gens cultivés, les gens qui ont envie de réfléchir. Il y a une intelligentsia. Voilà, vous n'êtes pas peut-être pas professeur d'université, mais vous êtes le public France Culture, donc à vous, je parle. Et j'utilise quand même des mots compliqués. Je suis dans une posture de scientifique. Je prends ce côté, cet espèce d'effet de scientificité, quoi. L'effet blouse blanche, on pourrait dire, pour donner l'impression que c'est intelligent et tout. Et au final, c'est de la poudre aux yeux, là où on pourrait dire exactement la même chose avec des mots simples. Et ça arrive parfois à des paradoxes, qui fait que des fois, je lis des essais qui sont censés simplifier quelque chose. Et à la lecture, c'est plus dur à lire que les articles scientifiques qui sont censés vulgariser. Et du coup, je trouve que tu appuies sur un truc juste, qui est de dire, ouais, il y avait peut-être un besoin d'humilité dans la vulgarisation, je suis d'accord avec ça, mais j'ai quand même peur des algos par rapport au fait qu'à un moment donné, moi je le vois quand je publie sur TikTok et tout, moi mes sujets, tu vois, c'est l'extrême droite, le terrorisme, donc je parle d'attentats, je parle de trucs graves et tout, et l'algo fait pas la différence entre mon contenu et un contenu qui ferait la promotion d'une idéologie nazie ou je sais pas quoi. Oui. Ce qui fait que des fois, je me prends des strikes de ouf et des vidéos qui sont invisibles, alors que, en réalité, c'est du travail d'information. Oui. Et je finis par m'auto-censurer, tu vois. Et c'est là où je me dis, à quel moment l'algorithme aussi il nous met une limite énorme, qui est que, tu vois, on pas peut les pas mêmes parler de certains paramètres pour trucs. moi. C'est pas les mêmes paramètres. En gros, moi, je trouve ça pas si mal que ça nous ait obligés à descendre de nos tours d'ivoire, en gros. Par contre, la censure YouTube avec les mots liés, enfin, il y a tout ce qui est puritanisme américain, donc tous les trucs, dès que tu veux parler de sexualité, de trucs comme ça, et les termes de violence, alors que oui, il y a des sujets, en histoire, si tu parles de n'importe quelle guerre mondiale, ou tu as des mots-clés comme ça, bah voilà, pareil, ça peut striker ta vidéo, ça c'est complètement con et très énervant. Et aussi très mystérieux parce que il y a des fois où je garde la monétisation et je suis là, j'étais sûre que ça allait pas passer. Genre ma vidéo qui s'appelle le attends, comment je l'ai titré? Les pornos nazis, un truc comme ça. La drogue Les des pornos nazis, nazis. elle est monétisée. J'ai fait une vidéo il y a un an. Attends. Vous avez vu, ça tourne mal. Hein. Manon Bril vous dit de regarder du porno Ça y est, nazi. Hein. je vais te faire Vous avez strike. entendu, vous avez clippé. Hein. J'ai titré film érotique nazi. Comment on en est arrivé là? Point d'interrogation, point d'exclamation. C'est monétisé, figure-toi. Et oui, C'est fou. c'est Moi, j'ai ma monétisé. monétisation qui Mais parce pète, que, mais un jour sur deux, quoi. alors, je l'ai déjà réactivé sur cette vidéo et de temps en temps, en plus, faut les remettre. Mais en vrai, quand il y a un humain qui peut vérifier la vidéo, il fait oui, bon, c'est une vidéo informative, voilà. Non, il n'y a pas d'image érotique nazie dedans et tout. Mais oui, et puis à l'inverse, par exemple, celle qui s'appelle On soufflait du tabac dans le cul des gens pour ressusciter les noyés, est en limite d'âge plus de 18 ans. Le puritanisme américain, des fois, les pornos érotiques nazis, c'est bon. C'est good, c'est Souffler good. du tabac dans le cul des gens, c'est non. Bref, non, c'est fou. Ouais, ça dit tout de l'Amérique, on peut être nazi, mais faut pas fumer, Oui, quoi. Tu là, vois. en vrai, c'est dingue. Donc bon. Mais oui, bref. Les archéologues identifient la mâchoire d'Hitler à Moscou, ça c'est bon. Ça passe. C'est bon. Mais voilà, tu vois, moi je trouve que c'est quand même bizarre ce côté, voilà, on a quand même, voilà, on est dépendant d'algorithmes qui appartiennent et qui Oui, sont détenus par des sociétés privées, et à un bien moment, sûr. sur un changement d'humeur, ou de tendance politique aux États-Unis, on va se retrouver, Bien nous, en sûr. France, à devoir s'adapter et adapter nos présentations, nos discours et tout. Et je me dis, c'est quand même, malheureusement, c'est génial parce qu'on peut toucher énormément de gens avec les réseaux, c'est extraordinaire. Et d'un autre côté, ouais, il y a cette limite toujours qui est un peu là, cette pression, on peut pas tout dire, quoi. On peut plus rien dire. Est-ce qu'on peut plus Ouais. rien dire, Manon Bril? Je crois qu'on peut plus rien dire. Non, mais grave, c'est un vrai sujet, c'est un problème et surtout, c'est ce que tu dis, on est juste dépendant de trucs privés qui ont tellement de pouvoir, quoi. Mhm. Donc c'est bien ça qui est problématique aussi, tout à fait. Et sur la vulgarisation et les problèmes de la vulgarisation, moi j'ai un truc quelques questions, à commencer par les réactions du monde académique, puisque toi, tu es, au moment où tu lances ta chaîne, tu es en train de faire de la recherche, tu es en train, je crois, de faire ton doctorat. Ouais, J'ai bien j'étais suivi. en thèse. Ouais. Doctorat en histoire contemporaine, c'est ça?
si c'est pas une bêtise. Voilà, super. Tout à Et, fait. est-ce que tu as eu des problèmes avec le monde de la recherche? Parce que c'est un milieu qui apprécie pas toujours trop bah, quand on abandonne l'habillage sérieux, austère de l'université et qui voit même parfois d'un assez mauvais œil qu'on sorte des labos. Moi, je suis passé par la recherche aussi. Personnellement, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai écrit un livre sous forme de roman qui raconte ben, mes années d'enquête dans les milieux survivalistes et ça a été très, très mal pris par mon directeur de recherche qui a fini par me faire virer de Sciences Po quand même, hein, tu vois jusqu'où c'est allé, c'est Oh, monté, c'est allé loin, c'est allé tocard, très 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 loin. énorme tocard. Oui, ah Oh bah c'est non mais putain, le loser en c'est chef. fou. Oh, putain, je suis désolée pour toi. Non, mais c'est pas grave. C'est Franchement, vraiment moi nul. j'ai quitté la recherche avec un certain soulagement et un certain plaisir. D'ailleurs, on pourra peut-être parler de ce que c'est de vivre dans la recherche ou d'en sortir ou d'aller faire autre chose derrière. Donc finalement, enfin, ça s'est pas arrêté là. J'ai pu continuer quand même ma thèse après, parce que moi j'étais en anthropologie, en sciences politiques, donc j'ai pu continuer en anthropologie, qui est ma formation de base. J'étais très content. Mais simplement, tu vois, j'ai vécu un truc où je me suis dit, mais waouh, c'est si grave que ça. Enfin, tu vois, j'avais pas une chaîne YouTube, j'avais écrit un livre publié dans une maison d'édition, mais mon Dieu, c'était une maison d'édition généraliste, c'était Michel Lafon, c'était pas les presses universitaires de France. Comment vous osez faire ça? Et je m'en suis pris plein la gueule et je me disais, comment toi, ça a été reçu quand t'as fait C'est une autre histoire et que bah, du coup, ça a fait des vues et que tu faisais de la vulgarisation et en même temps, bah, le champ scientifique regarde la vulgarisation comme si c'était de la vulgarité parfois, quoi. Ouais, j'ai pas eu de problème, ça va. Des fois, j'ai ressenti un peu soit l'indifférence, soit le mépris de certains collègues, mais honnêtement, ça va, j'ai pas été confrontée à des trucs pénibles comme ça. J'avais plusieurs directeurs de thèse et mes 2 directrices de thèse, elles étaient au taquet et c'est des femmes, modernes et intelligentes et elles font plein de trucs de vulgarisation elles-mêmes, Trop cool. donc elles trouvaient ça trop cool et j'ai un directeur de thèse qui est un peu plus à l'ancienne, mais juste qui voyait ça de loin et juste comprenait pas trop de quoi il s'agissait, mais qui était pas non plus, enfin voilà, qui m'a pas embêtée avec ça. Hem et en fait, moi, les retours pénibles que j'ai eus au début, à un moment où justement YouTube, c'était quand on démarrait, enfin, ça va faire presque 10 ans, c'était en 2015, putain. À ce moment-là, YouTube, c'était encore vu quand même comme l'endroit où on fait des vidéos dans sa chambre, rigolotes et de gaming et hem et du coup, il y avait pareil un regard assez, péjoratif dessus. Donc dans un premier temps, les institutions comprenaient pas forcément de ouf, là où aujourd'hui absolument tout et tout le monde est sur YouTube et c'est très bien, tu vois? Mhm. Mais les endroits virulents, ça venait pas tellement de là, ça venait plutôt des non spécialistes mais passionnés d'histoire. C'est-à-dire, genre, si je passais, à la Fabrique de l'Histoire à l'époque, sur France Culture, tu vois? Un peu la Fabrique de l'Histoire que j'adore. Hem, je me souviens de commentaires atroces sur la page Facebook de la Fabrique de l'Histoire avec, non pas des historiens, mais des passionnés d'histoire qui Mhm. étaient en mode qui disaient des trucs, parce que comme en plus au début je faisais beaucoup plus l'andouille, des grimaces et des trucs comme ça et ils me disaient vraiment, «Ah mais» enfin, genre elle fait l'andouille donc elle raconte n'importe quoi, c'est quoi cette gogole et tout avec des trucs, vraiment, validistes horribles et tout. Enfin j'avais des commentaires comme ça et en fait, pour moi, c'était des gens qui se sont fait une représentation de ce que ça doit être l'histoire, c'est-à-dire grandiloquent, roman national, grandeur et cetera, y compris, hein, dans Les Auditeurs de la Fabrique de l'Histoire, qui est pas du tout, une émission à la Stéphane Bern, hein, pas du tout. Hem, mais ils avaient cette idée de voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on fait de l'histoire et seulement comme ça et si on fait pas comme ça, du coup, c'est de la merde et c'est eux qui étaient les plus virulents, en gros, les passionnés qui se représentaient comment on devait faire ça et que comme moi je faisais pas comme ça et que je disais des gros mots, en gros, bah, du coup, c'était de la merde. Alors que les vrais spécialistes, au pire, ils disaient: «C'est pas ma came, les blagues de cul, au milieu du contenu, mais on s'en fout», mais ils savaient que je disais pas de la merde. Mhm. Donc ils étaient pas, j'ai pas eu de problème au sein de enfin, ou en tout cas personne me l'a manifesté. C'est C'était marrant, maintenant que plus, tu le dis, moi je vois le même truc, tu vois, le truc de mmh, les gens qui me sont le plus tombés dessus, c'est l'amateur éclairé voilà, exactement, qui se c'est renseigne ça. sur tel sujet, et le spécialiste reconnu international, il Mmh. t'envoie un message, en général c'est pouce en l'air, cool, t'as parlé de Mmh. mon truc, je suis content, Oui. on va en entendre parler, et très rarement, enfin jamais en fait, j'ai eu un spécialiste qui me disait non, je suis pas d'accord, quoi, c'est... C'est ça, en gros bah, parce qu'ils savent que tu dis pas de la merde et donc au pire, ils disaient: «La forme, c'est pas mon truc» ou «Je comprends pas trop, l'intérêt de faire de la vulgarisation» parce qu'ils sont quand même dans leur tour d'ivoire.
Mais déjà, ça a beaucoup changé quand même. Et moi, j'avoue, tu sais, j'ai fait ma thèse à Toulouse. Et là-bas, quand même, il y a un pôle histoire qui est hyper actif pour faire des trucs pour le grand public. Ils organisent un festival qui s'appelle Hmm. Histoire à venir, qui est entièrement gratuit et qui est super, enfin, tu vois, pour le grand public et tout. Donc, c'est quand même une université plutôt moderne, je trouve, par rapport à d'autres. Alors que l'histoire, ça peut être un repère de vieux cons quand même, on va pas se mentir. Mais, mais ils étaient assez cool là-bas, donc franchement, ça s'est bien passé à ce niveau-là. C'est vrai que moi, au début, j'avais peur, c'est pour ça que j'ai un pseudo. J'avais mis Manon Bril parce que c'était mon pseudo Facebook, parce qu'avant, j'étais prof des écoles. Mhm. Et pour pas que les parents d'élèves ils me trouvent sur Facebook, j'avais mis un pseudo. J'avais mis ma nombril parce que ça fait nombril et que Facebook c'est nombriliste. Voilà, trop edgy. Et en fait, j'ai mis ça sur la chaîne YouTube quand j'ai démarré en me disant comme ça, personne à l'université ne va trouver mes vidéos. Première vidéo, il y a des articles dans la Dépêche de Toulouse. Bon, raté. Mais en même temps, je me disais: «Bon, bah, c'est bien parce que comme ça, si tu tapes Manon Champier, tu vois mon référencement académique et tu verras mes publis et tout». Je pensais encore que j'allais faire une carrière dans la recherche au Mhm. début. Donc tu verras mes publis universitaires et tout et pas, les articles de la presse locale en premier. Et puis finalement, c'est hyper vite, enfin hyper vite dans les labos, ils l'ont su et en fait, en plus, non seulement ils ont pas mal réagi, mais ça m'a même permis d'avoir du travail parce que en gros, moi, j'avais un CDU, donc un contrat doctoral pour financer ma thèse, qui est une énorme chance en sciences humaines parce qu'il y en a très peu. Mhm. Mais comme tu le sais peut-être, les CDU, c'est 3 ans et en histoire, c'est mal vu de faire ta thèse en seulement 3 ans. J'ai Donc pareil, j'ai fait le même voilà, truc. c'est très cohérent, c'est super. Mhm. Bon, ouais. Du coup, il fallait un prolongement de financement une fois que mon CDU était fini et c'était un LABEX, donc les LABEX, c'est les laboratoires d'excellence, ça veut dire. Et c'est un nom un peu pompeux, mais juste pour désigner un groupement de laboratoires qui travaillent sur des thématiques communes. Et donc, moi, c'était le LabEx SMS à Toulouse qui a donné 3 CDU par an, et donc j'en avais eu un. Enfin, Peut-être, attends, juste pour 3 ans. expliquer aux gens en 2 mots, en gros, quand tu veux faire un doctorat, le problème c'est que tu vas être à plein temps en train de travailler sur un sujet hyper complexe et que pour ça il faut être financé. Les Oui, financements, il y en a très peu, donc tu vas passer des genres de concours, les concours des écoles doctorales, et si tu as beaucoup beaucoup de chance, tu vas avoir le financement de thèse voilà, disponible pour je sais pas combien de candidats. Donc c'est ça. quand, Tu et as quand, 20% des thèses financées chez nous. c'est ridicule, hein, c'est extrêmement peu, parce Tu vois, je qu'imaginez viens de... toute l'autosélection qu'il y a avant que les gens tentent de faire une thèse. Et quant à ce financement-là, c'est un financement de 3 ans. On ne sait pas pourquoi, dans des disciplines où il est attendu de toi que tu fasses une thèse en 5 ans Ouais, ou 4 ans. Donc, complètement. en gros, on te dit clairement, tu ne pourras pas être payé pour l'intégralité de ta thèse. Donc, au bout de 3 ans de thèse, tu te retrouves dans la merde. Il faut réussir à trouver un nouveau financement d'une manière ou d'une autre parce que sinon, tu ne peux pas C'est ça. manger. Et en plus, tu as été ultra privilégié parce que toi, tu as eu un financement pendant 3 ans, Mm, contrairement à 80% des doctorants et des doctorantes qui travaillent en même temps, qui du coup font des thèses extrêmement longues parce qu'ils sont profs en même temps, etc., mm. donnent des cours en même temps ou autres. Et c'est épuisant, enfin, genre vraiment. Bon, bref. Et Ou qui donc, sont riches. Je tiens à préciser, parce que je les ai rencontrés à Sciences Po, il y a ce monde des doctorants non financés riches. Ça existe. oui, ils Ils, existent aussi. ils Et existent, ils sont là, ils sont tous à voilà, Sciences Po. J'étais ils là, n'en genre, ah séparent oui, pas. d'accord, c'est un autre monde, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Oui. Mais bon, ouais, du coup, la plupart des... Donc en plus, toi, tu as eu un financement, donc tu es quand même hyper privilégié par rapport aux 3 quarts de tout le monde. Et il faut vraiment que tu ailles au bout de ta thèse. Mm, Et du coup, pour prolonger un peu les revenus de leurs doctorants, le LABEX où j'étais, ils trouvaient un peu des parades où ils nous donnaient un mi-temps sur une tâche pour aider le LABEX à mm. faire ci ou ça. Donc, machin, c'était mettre en ligne les publications des revues des labos, machin, c'était ci. Et moi, ils avaient vu que je faisais des vidéos et ils ont dit: «Ah, mais nous, on a un magazine de vulgarisation qui s'appelle Mondes sociaux. C'est uniquement à l'écrit. On explique une publication par mois qui vient de sortir en sciences humaines et sociales à destination du grand public à l'écrit. Est-ce que tu veux aussi faire ce format en vidéo?» Et du coup, j'avais un mi-temps pour faire des vidéos pour Mondes sociaux où je devais leur faire une vidéo par mois. Et j'avais un mi-temps. En même temps, j'ai ouvert mon Tipeee à l'époque. Et du coup, avec tout ça, ben, c'était viable. Et en fait, finalement, c'est mon activité de vidéaste qui a financé la fin de la thèse, quoi. Mais Donc, pourquoi, du coup, et t'as la pas rédaction, je faisais continué ça. dans la recherche après coup? Mais pourquoi, Mathieu, je vais pas continuer dans la recherche?
parce que c'est imblairable, parce que c'est l'enfer et parce que faire des vidéos sur YouTube, c'est beaucoup plus rigolo. Non, mais assez vite, j'avoue, quand ça a commencé à payer, j'ai fait: «Ah ouais, mais chambé ma nouvelle vie, je préfère de ouf. Je vais finir ma thèse parce que j'adorais et je voulais le titre». Mais très vite, quand j'ai vu que ça payait, j'ai fait: «Ah ouais, ça va être ça ma vie, en fait» et zéro regret. C'était quoi pour toi le J'avoue, pas truc du tout. vraiment rédhibitoire, le truc ce qui te rendait fou, où tu te disais: «Non mais là, ça je peux pas Par vivre rapport à la ça». fac, Mmh. par rapport à la fac, c'est le fait que, déjà, c'est quand même vraiment des énormes égos qui s'entrechoquent tout le temps. Mmh. Heu, bon, c'est pas comme si sur YouTube on était safe par rapport aux égos qui s'entrechoquent, mais là, tu as quand même un truc des les pontes de l'université qu'il faut attends, je me souviens d'organiser des journées d'études ou des colloques et tu sais, genre, tu prends tel sujet et tu veux inviter tel spécialiste parce que c'est les 2 éminents du sujet, mais on peut pas parce qu'en fait, ils se détestent. Mmh. Donc, si tu invites l'étudiant de machin, tu pourras pas avoir l'autre parce que enfin, c'était que des trucs comme ça tout le temps et ça serait bien, d'aller manger des petits fours, enfin, c'est vraiment trop d'humains, shady, je trouve. Et encore une fois, je pense vraiment qu'à Toulouse, c'était pas le pire endroit. Mais il y avait ça, il y avait hyper dur de trouver un poste. En vrai, j'ai pas essayé du coup, tu vois? Mais vraiment, c'est trop, trop dur. Genre, en histoire, il faut être agrégé. Enfin, c'est pas qu'il faut être agrégé, c'est pas dans les comment dire? Dans les diplômes Ouais, requis, c'est pas mais il y obligé. a déjà tellement d'agrégés normaliens, machin, qui ont pas de poste, que Mmh. clairement ils passent devant toi sur les dossiers. Donc moi avec ma petite thèse de Toulouse, tu vois? Même si, j'ai eu une bonne note, j'ai eu les félicitations du jury, OK, mais genre jamais de la vie j'allais trouver un poste à moins que, l'université fasse un poste un peu à moustache et qui te corresponde exactement, mais enfin bon, pareil du coup, faut manger énormément de petits fours pour que ça arrive et Moi, je sais faire des qu'au moment où rangements. j'ai arrêté ma thèse, ça a été un des gros trucs, c'était cette précarité du milieu, où en fait, je me Oui. disais: «Mais là, je suis en train de me battre, mais j'en peux plus». En fait, j'en pouvais plus, j'étais au bout du bout après mon terrain de recherche et tout. Oui, Et je suis en train de me battre pour quoi? En clair. fait, pour un poste de chercheur en université qui n'existe pas, que personne ne peut me garantir. À ce moment-là, mon directeur de thèse, celui qui m'avait pas viré, qui restait, il passe directeur de la section du CNRS où j'étais et tout, donc c'est quand même un truc machin. Et on en discute et il me dit, mais il me dit, il n'y a pas de poste. Il me dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il Ouais. me dit, on peut pas. Il n'y a rien à faire en fait. Tu en auras peut-être un, mais ça va prendre peut-être 4 ans encore après ta thèse ou 5 De ans. ouf. De C'est post-doc cumulé, voilà, de ouais, exactement, de de postdoc où tu dois multi. partir à l'étranger et tout. Puis moi, je me disais, mais je sortais d'un Ah terrain de fou, je m'étais fait kidnapper, je m'étais fait torturer, c'était parti dans tous les sens. Je me disais, mais ouais, je super. repars dans un autre pays faire ça. Je fais plus jamais ça, moi, je veux plus, je Non. veux plus. Et ce truc, voilà, cette précarité, c'est terrible. Mais est-ce que, en réalité, dans un monde où il n'y aurait pas eu ça, où il n'y aurait pas eu cette précarité-là et tout, est-ce que tu serais pas quand même allé vers YouTube? Ne Et serait-ce alors que parce que, comme tu dis, c'est quand même un peu plus fun, quoi, parce que la beh, j'allais recherche. dire pour finir, alors il y a ça, il y a le fait qu'en plus j'aurais dû passer la grecque donc tout ça pour au final te retrouver à enseigner dans le secondaire. Moi j'ai été prof des écoles avant, donc prof des écoles c'est maternelle, primaire. Le secondaire, collège, lycée, c'est hors de question, d'accord? Je tiens à ma santé mentale, donc non, je vais pas enseigner là-bas et il y av et pour tout ça, enfin, pour ne pas avoir de poste à la fin, l'enfer. Enfin si, pour peut-être avoir un poste à Dijon, parce qu'aussi tu vas pas choisir la ville où tu vas vivre. Tu vas aller si tu as un poste, mon pote, tu vas y aller, donc tu vas pas choisir. C'est pour ça que j'ai grandi à Pau, parce que mon père, il a été nommé à Pau. Bon, il était content de se rapprocher de la nature et de la montagne, mais en vrai, il venait de Paris, tu vois? Je sais pas, mais bon bref. Et du coup, en vrai, moi, je suis aussi très contente de juste sortir de mon sujet de recherche parce que en fait, du coup, toute ta life, tu la passes sur des trucs très, très précis. Alors bien sûr, sur ta carrière de chercheur ou de chercheuse, tu peux varier un peu, mais tu es quand même spécialiste d'un truc. Au bout Mhm. d'un moment, j'en ai marre, en fait, j'ai envie de lire sur d'autres trucs, j'adore la mythologie, j'ai fait ma thèse sur Athéna réutilisée au 19e siècle, mais c'est bon, c'est cool, mais j'étais contente de pouvoir faire des vidéos sur le sujet qui m'intéresse et c'est vraiment pas par défaut, en fait, parce que juste l'activité du vidéaste, c'est trop, trop bien. Il y a plein de il y a plein de trucs difficiles et machin, mais c'est hyper excitant comme vie. Je gagne beaucoup mieux ma vie, c'est quand même aussi, pas négligeable, tu vois? Et je me retrouve à accéder à des trucs que quand j'étais doctorante et que je disais: «Bonjour, j'aurais besoin de consulter ces archives, du Louvre et tout», on m'ouvrait pas la porte et Mhm. maintenant, je peux faire des tournages, dans le musée du Louvre solo. Enfin, tu vois? Genre, vraiment, c'est
il y a pas photo. C'est pas par défaut, c'est vraiment tellement mieux comme life et tellement fun. Et C'est vraiment trop bien comme taf. tu parles de cette spécialisation de la recherche, ce côté, tu sais, on est hyper précis, on passe toute sa vie à bosser sur un petit truc comme ça et on devient un expert de l'expertise, quoi. On est le max du max du max dans un sujet. Est-ce que quand tu as transféré vers Internet, ça t'a pas mis un espèce de syndrome de l'imposteur? Moi, je sais quand j'ai commencé à faire des vidéos et dès que je sortais de mon sujet au début, j'avais ce truc de ah mon Dieu, mais je vais pas être assez précis, je vais pas être capable de parler de ce sujet-là. C'est pas vraiment mon sujet. Alors je lisais, mais des tonnes et des tonnes de trucs pour être le plus carré possible, pour savoir le plus de trucs possible, pour pouvoir citer, pour pouvoir parler de ci, parler de ça. Je me sentais illégitime, tu vois, à aller sur un sujet qui n'était pas mon sujet. Et est-ce que ça t'a pas donné cette espèce de syndrome de l'imposteur, justement, en sortant de la recherche, en allant vers la vulgarisation? Et il a fallu, moi, que je fasse un gros effort pour me dire, mais en fait, la recherche, c'est pas que être un expert du sujet, c'est aussi une formation que j'ai suivie sur sourcer mon travail, vérifier les informations que je donne et tout. Et si je me tiens à ça, ça permet que Oui, je parle de sujets intéressants exactement. et sans que ça Tu as perde acquis une en... méthodologie. Tu as acquis une méthodologie, donc il y a quand même un truc, tu vois? Moi, je l'ai eu au début, je me disais: «Merde et tout, je vais pas bien faire ci ou ça, oui, je vais tout lire pour machin». En gros, pour moi, maintenant, quand je pense que c'est un sujet soit trop difficile, soit trop touchy et tout, je me tourne tout simplement vers des relecteurs et des relectrices qualifiés ou c'est eux qui me fournissent la documentation ou ce genre de choses, tu vois? Je rémunère des gens pour, qui savent bien faire ça pour, faire la doc, quand je pense que c'est un sujet de cet ordre-là. Mais sinon, maintenant je suis OK. Bah, le d prochain que je vais faire, typiquement, donc celui que je pose tout à l'heure, ça parle de comment les spécialistes, ils disent: «Il faut qu'on rehistoricise les animaux», c'est-à-dire, heu, leur concéder une histoire et donc une culture et pas juste les regarder comme des machines biologiques qui se comportent selon un code génétique point barre, mais qui ont aussi des habitudes qu'elles se transmettent, des coutumes et tout et des cultures et qui sont liées au contexte dans lequel elles vivent comment dire? Les animaux, c'est pas juste une bestiole que tu mets dans un environnement, elle réagira toujours pareil, en fait, elle a aussi un background, culturel et cetera. Bref, c'est hyper intéressant. Bon, c'est pas du tout ma spé et c'est un livre un peu technique avec des éthologues, des vétérinaires et tout. Donc les éthologues, c'est ceux qui observent le comportement des animaux, heu, contrairement aux ethnologues qui observent le comportement des humains, Qui qui sont sont des aussi des animaux, animaux bien sûr finalement, est-ce que c'est pas et le même vous voyez ce que travail? je veux dire? Voilà, bref et donc non mais bon bref, c'est ça la différenciation des disciplines et du coup, le livre, il est un peu technique mais moi j'ai fait le choix de dire: ce livre, c'est un livre de spécialiste pour les spécialistes. Je suis tombée dessus, je trouve ça trop intéressant. Je vais pas rentrer dans les détails techniques. Je vous retransmets ce que moi, j'en comprends de ma lecture et je vous donne des exemples de culture animale qui sont donnés dedans, des exemples d'histoires animales, faites à partir de ces enfin dont ils font l'histoire de ces cultures aussi. Mais les considérations extrêmement, techniques, d'ethnologie et tout, je rentre pas là-dedans. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Je suis pas qualifiée pour vous les retransmettre, juste j'ai ça a pété mon crâne, je voulais vous le raconter parce qu'en fait, il y a des abeilles, elles ont appris à porter des petits cailloux pour se lester quand il y a beaucoup de vent et elles font ça depuis 2000 ans parce que Plutarque, il a observé aussi. C'est fou, non? Voilà, c'est tout. Mais tu vois, genre, juste, pour moi, c'est décaler le positionnement et pas faire, je dis: «Voici ce livre, j'en ai compris ça, vous y avez accès. Je prends pas de risque à aller dans les parties trop techniques que sans doute je vais mal dire, mais je peux vous raconter ça et ça qu'il y a dedans». Enfin, tu vois, genre, je me remets juste à ma place, je pense. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Ouais, puis Et aussi aussi... parce que c'est un sujet pas dangereux. Enfin, tu vois, genre, bon, c'est les animaux. Si je me suis un peu trompée, c'est pas dramatique. On peut se corriger en commentaire et tout. Quand c'est un sujet où il y a des questions d'éthique ou quoi, là, je vais aller demander, à me faire, baquer comme il faut, tu vois? Moi, j'aime bien juste le truc sujet pas dangereux, ça m'a fait rigoler parce que moi, à chaque fois que j'essaye de faire un sujet feel good, pas dangereux, je me dis tiens, je vais faire une petite vidéo sur le sport. J'appelle Camille de Camille et Justine, je dis ah viens, on fait une vidéo sur le sport, on se prend une shitstorm qui dure 6 mois, on a Thibaut InShape au cul et Yes. tout, tu vois. Oh non! T'es là peinard chez toi et tu dis ah bah finalement, je vais continuer à parler de trucs galères, ça change rien. Sur internet, j'ai l'impression que tu peux pas contrôler, tu sais, le truc qui va Oui, partir, qui va ça c'est dégénérer, vrai. t'as pas idée de ce qui va se Des fois, tu es passer. surpris. Oui, oui, ça c'est vrai. Hmm. Ça c'est clair. Et Mais bon. je me disais, du coup, t'es quand même au départ, justement, tu parles de l'histoire. L'histoire, c'est quand même un domaine de recherche
qui est particulièrement instrumentalisé politiquement, notamment par la droite et l'extrême droite, avec une mobilisation du roman national autour d'énormes fantasmes du Gaulois, des grands hommes, d'un récit qui est nationaliste, autoritaire, assez agressif, et qui se fabrique en fait moins dans une représentation réelle du passé, mais en miroir d'un fantasme du présent et d'une orientation politique ou d'une volonté d'orienter politiquement nos vécus. Donc finalement, ce que tu faisais, c'était en soi politique déjà d'aller parler d'histoire en te mettant en contre de ce roman national. Et je me demandais, est-ce que c'était quelque chose que tu faisais consciemment? Est-ce qu'il y avait une intention politique de base quand tu as lancé la chaîne, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as négocié au fur et à mesure? Non, non, oui, oui, dès le début, il y a ça, évidemment. Bah, déjà, si tu fais un peu d'histoire dans les milieux universitaires, tu peux pas kiffer Secret d'Histoire, tu vois? Ah À part bon? Ah des bon? Stéphane Bern quelques n'est pas historiens historien? qui y vont pour se faire, pour se montrer, mais enfin, ou en vrai, il y en a qui y vont en mode, «Je veux infiltrer le truc de l'intérieur et essayer de dire des trucs bien dans l'émission». Voilà, bon, Hmm. c'est ça, je peux comprendre aussi. Mais mais oui, non, bah, oui, le roman national et tout, caca, on en a marre. En ce moment, j'en parle sur scène, ça va beaucoup. Je mets des tacles à Stéphane Bern sur scène et j'explique et tout, pourquoi c'est problématique, pourquoi c'est un gars d'extrême droite et pourquoi, sous couvert de: «Oh, oh, les dessous de Marie-Antoinette, c'est charmant et tout», le service public lui laisse une tribune de ouf pour, faire sa propagande d'extrême droite. Mais mais son Tu soft peux power expliquer en d'extrême deux droite, mots aux je dirais. gens pourquoi Stéphane Bern c'est d'extrême droite sans spoiler ton Stéphane spectacle ou Bern, quoi? bon, je peux vous raconter le passage. Il est royaliste, donc et c'est pas un secret, vraiment, c'est totalement assumé et tout. Du coup, ça veut dire que le mec, c'est ça que je dis sur scène, il est contre la République, d'accord? Parce que les gens, ils se disent: «Oui, bon, bah, il nous parle de château, OK, pourquoi pas, c'est un peu rigolo, c'est un peu le mec sympathique là», tu vois? Sauf qu'en fait, bah, du coup, justement, ce mec, il est contre la République. Ça paraît incroyable, genre vraiment lui, il s'est dit: un roi le retour d'un roi de droit divin qu'on n'a pas choisi, c'est cool, tu vois? Et Ouais. il y a une et je donne une citation dans le spectacle où il dit: «Le président de la République n'a que la légitimité du suffrage universel». Donc dans le plus grand des calmes, il te dit que notre suffrage universel, c'est pas assez légitime pour choisir notre dirigeant. Il n'y a pas le Donc droit divin, hein, j'ai sous-entendu, envie de te dire. voilà, il faut le droit divin et tout. Et du coup, en vrai, ça infuse dans ses émissions parce que, c'est faire que l'histoire, des grands personnages, des grands rois, des grandes reines et tout ce qui fait la grandeur de la France. C'est une façon de faire de l'histoire très sélective. Ça s'appelle le roman national, donc avec en gros que ce qui nous arrange. Non pas que ça veut pas forcément dire qu'il dit des conneries quand il parle de ça, mais juste c'est fantasme enfin c'est comment dire? Heu, c'est un peu adulé. C'est rendu très charmant et cetera. Ah, c'est des personnes incroyables qui Mmh. qui ont fait, voilà, la grandeur de la France et tout et on parle pas ou très peu des petites gens et tout. Enfin, de temps en temps, il fait une émission sur la Révolution parce que je pense qu'il a des équipes plus à gauche que lui, mais voilà. Mais et en fait, ça participe de ce truc qu'on appelle le roman national et que les historiennes et les historiens, ils font plus depuis le 19e siècle. Mais ça, c'est le mood, de je sais pas trop pour quelle raison, à part que c'est un peu charmant. Du coup, ça marche auprès du grand public. Parce que c'est voilà, c'est des belles histoires donc ça fait fantasmer et ça fait plaisir de se dire qu'on vient d'un grand pays, machin. Mais tous les gros vulgarisateurs très visibles des médias tradis, ils sont comme ça. Genre, l'autre là avec ses métros, comment il s'appelle? Laurent Putain. Deutsch? Laurent Deutsch, pareil, Mmh. il est royaliste. Franck Ferrand, il est border complotiste et en fait, bah, ça infuse dans comment ils présentent leur sujet et cetera et sous couvert de neutralité, enfin, tu vois, ben, c'est tout sauf neutre. Bref et c'est un vrai problème parce qu'en fait, on est biberonné à ça. Genre, par exemple, l'autre jour, je demande à ChatGPT, j'essaye d'apprendre à utiliser ChatGPT un peu, OK. pour, m'en servir, tu vois? Et donc, je fais des tests, de discuter avec lui des fois et je lui dis: «Est-ce que tu peux me faire un résumé de Manon Bril?» qui est une petite biographie de qui est Manon Bril. Je me disais: «Tiens, je dois donner une bio pour un tu sais, pour un article, flemme de l'écrire». Je lui demandais à ChatGPT: «Ça sert à ça, non?» Mmh. Bref et il m'a sorti, elle fait de l'histoire et tout, et direct, il a parlé de Moyen Âge, de château fort et de trucs comme ça et genre, en fait, je me suis dit: «C'est hyper représentatif de dans la tête des gens, l'histoire, c'est ça, c'est les rois», tu vois? Mmh. C'est que ça et en fait, ben, cette ouais, ces espèces de fantasmes du royalisme, il infuse dans tous nos rapports à l'histoire. Ça nous donne des puits du fou pas Ouais. possibles Ouais, ouais. avec vraiment le spectacle, comme le spectacle est incroyable, pareil, ça a énormément de succès,
mais l'idéologie qui est diffusée est nauséabonde, vraiment. Et c'est, enfin bon, bref, t'as vraiment énormément de trucs comme ça, et l'histoire est accaparée par ces gens-là dans les médias tradis. Donc c'est un peu pénible. Heureusement qu'on a un Nota Bene qui est notre vulgarisateur number one, qui commence toutes ses vidéos par mes chers camarades, bien le bonjour. Donc je me dis, il y a le contre-pouvoir, entre guillemets, qui s'installe sur Internet et qui propose un autre discours. Mais le roman national, il a aussi beaucoup de place sur Internet, euh, Et à comme tu sais l'école très aussi, bien. pendant longtemps, je veux dire, on a été Oui, quand même. alors Ça normalement, va maintenant, mieux, c'est mais. moins. Ouais, en fait, c'est juste que, bon, les gens qui font les programmes, je dis pas, mais c'est vrai que les profs, ils sont quand même globalement plus à gauche, donc normalement, ils sont un peu moins là-dedans. Hmm. Mais c'est juste que, par contre, le temps qu'ils ont pour enseigner l'histoire, c'est hyper boring, le résultat du truc, parce qu'on en revient juste à avaler des dates, et parce qu'on Hmm. te demande dans le programme d'enseigner un certain nombre de dates et de personnages, en effet. Et c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de la réflexion sur c'est des mécanismes de société et humains et tout. C'est pas apprendre par cœur. Enfin, genre, moi, honnêtement, j'ai pas une grosse culture. Je retiens pas, par exemple, les dates et tout. Même ce que j'ai mis en vidéo ou ce sur quoi j'ai travaillé, je l'oublie vite si je l'entretiens pas. Et du coup, des fois, tu vois, genre, quand je suis invitée dans des émissions, on fait des quiz d'histoire et j'ai pas les réponses parce que j'imprègne pas ces trucs-là. On me dit, oh, t'es pas une vraie historienne. Et le pipi qui se dit, oh, mais c'est quoi cette historienne en carton? Parce que pour eux, faire de l'histoire, c'est voilà, pouvoir recracher par cœur ta Hmm. chronologie des rois de France. Alors que, parce que c'est normal, parce que c'est comme ça qu'à l'école on le vit. On doit recracher des dates et machin, alors que c'est juste c'est une enquête journalistique, mais dans le passé, l'histoire, tu vois? C'est une Mhm. reconstitution de faits, mais savoir par cœur, les dates de tel truc et tout. Bon, t'as besoin d'un petit bagage, de connaissances, tu vois? Mais c'est comme, enfin, je sais pas, tu travailles avec tes bouquins à côté de toi, tu vérifies les dates et c'est pas grave si tu les as pas toutes par cœur, tu vois? Même s'il Ouais, y a puis des là, gens tu, qui tu sont. parles d'un truc hyper important, c'est que l'histoire, c'est un récit, et que du coup, il y a des choses qui sont ancrées dans la tête des gens, qui ont été des représentations historiques, qui ont été fabriquées, un récit historique qui a été fabriqué avec, en fait, les yeux d'une époque, et parfois une époque marquée par le sexisme, le racisme, le colonialisme, où on avait des préjugés énormes. Et aujourd'hui, des fois, les gens, ils ont l'impression qu'on réinvente l'histoire, qu'on veut réécrire le passé. Quoi, vous donnez de la place aux femmes, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire de reine viking, ou je sais pas quoi, tu vois? Et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que en fait, on n'est pas en train de réécrire l'histoire. L'histoire n'a pas changé. C'est le récit qu'on fait, en fait, en utilisant les sources, les preuves, en utilisant tout ce qu'il y a à disposition, et en fait qu'on analyse aujourd'hui. Et je crois que tu disais dans Ouais. une interview, on a un squelette et ça fait des années qu'on l'a avec des parures et tout, et on nous dit c'est un homme. Et puis ben, aujourd'hui, on le regarde avec des yeux un peu moins marqués par les préjugés de notre époque, et on se rend compte que y a un fœtus à l'intérieur du squelette. Et ça veut bien Exactement. dire que en fait, finalement, ce roi peut-être que c'est pas ce qu'on en pensait depuis le début, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça raconte aux gens aussi la mécanique de la science. Et, Oui, euh, c'est vraiment une science où voilà, il y a des nouveaux éléments qui viennent contredire ce qu'on avait avant, donc on affûte nos conclusions, etc. Il y a des endroits où on reste sur des hypothèses, mais il y a des endroits où on peut confirmer. Et oui, plus on avance dans le temps, plus on a de techniques pour le faire, y compris au croisement des sciences dites dures, tu vois. Et c'est trop intéressant et c'est passionnant. Donc c'est mouvant et en fait c'est certainement pas figé. Mais c'est aussi des questions de focus, c'est-à-dire c'est bien aussi de faire faisons l'histoire de nos rois aussi, tu vois? Ça fait on dit pas du tout: «Faut plus parler de ça», mais juste, on a besoin aussi de parler d'autres trucs, de compléter avec ça. Il y a pas que ça dans notre histoire et tout, tu vois? Donc en fait, ils ont l'impression qu'on réécrive l'histoire, c'est plus qu'on commence à s'intéresser à des trucs dont on parlait pas avant. Et tu vois, c'est quand je fais une vidéo sur les meufs qui ont fait le marathon, les gens, ils sont énervés parce que je parle des femmes et ils me disent: «Oh, encore un sujet féministe!» Je fais: Waouh, parmi tous les sujets sur la chaîne, une fois je fais l'histoire du sport des femmes et tu pètes un câble, c'est juste parce que tu as pas l'habitude qu'on parle de ce sujet, mais il est pas moins, valable que les autres et je suis pas en train de te je suis enfin, tu vois, genre, c'est pas de la comment dire? C'est pas genre une propagande ou quoi, c'est: hmm. «Tiens, si on parlait de ça un peu, ça fait du bien, de mettre la lumière sur d'autres choses, on a besoin de représentativité et tout». Et ça, c'est déjà pour eux, manipuler les trucs, en fait, juste du fait que tu aies choisi un autre sujet. On parle même pas de en fait, en gros, les gens, ils confondent, malhonnêteté et objectivité. L'objectivité, en histoire comme en journalisme et tout, elle est illusoire et elle n'existe pas. Par contre, on doit toujours s'efforcer d'aller vers elle, c'est-à-dire questionner nos biais, croiser les sources et surtout pas, vouloir leur faire dire ce qu'on veut leur faire dire. Ça, quand tu le fais intentionnellement, que tu caches une partie des sources qui t'arrangent pas, que tu transformes un peu le discours de quelqu'un pour que ça colle à ce que tu veux dire, ça c'est malhonnête. Par contre, être totalement objectif, c'est
absolument impossible. Ce qui est important, c'est d'en être conscient pour s'efforcer de faire au mieux et pas déformer. Mais on doit toujours ne pas oublier qu'on parle d'un certain regard, d'un certain point de vue, d'une certaine naissance, d'une certaine culture. Et donc, c'est obligé qu'on ait des œillères et un certain prisme et tout. C'est pour ça que maintenant, plus ça va, plus les courants en sciences humaines, c'est dénoncer d'où tu parles. Genre dire, je suis tel chercheur, telle chercheuse, je suis né là, j'ai tel âge, ma catégorie socio-professionnelle, c'est ça. Et comme ça, tu donnes de manière transparente, c'est de tel endroit que je vous parle. Voici ce que j'ai observé et je fais tous mes efforts pour être transparente, mais je n'ai pas ni l'illusion ni la prétention d'être pleinement objective, puisque c'est tout simplement impossible. Et au contraire, prétendre l'être comme font les JT ou des trucs comme c'est malhonnête et dangereux, ou minimum illusoire, tu vois. C'est comme, genre, l'exemple que je donne qui est représentatif, c'est les gens, ils se disent le plus objectif possible, c'est genre le dictionnaire. Bon, bah, le dictionnaire, ça a été fait par des gens. Si tu décides d'accorder 4 lignes à Mozart et 5 à Beethoven, c'est déjà une forme de subjectivité, tu vois. Mhm. Et t'as pas forcément choisi de mentir sur Mozart ou je sais pas quoi, de déformer, mais tu lui as consacré moins de temps qu'à l'autre. Mais ça, c'est déjà subjectif. Et aussi, t'as fait un article pour Mozart et t'en as pas fait un pour Bach. Je dis n'importe quoi, mais t'as compris. Ça, c'est de la subjectivité aussi, choisir de parler de ça et pas de ça. Enfin bref, c'est... Et d'ailleurs, c'est assez marrant de s'amuser à comparer les définitions du Larousse ou du Robert, par exemple, tu vois. Ce Oui, puis genre de truc. l'histoire, même Enfin, si elle évolue et qu'elle change, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un consensus scientifique, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une aussi, bien méthodologie de sûr, recherche extrêmement bien sûr. précise. Et ces évolutions, elles sont le fruit aussi bah, d'un C'est travail. une méthode scientifique, bien Mm. sûr. Ouais, ouais, C'est bien ça. sûr. Des fois, les gens ont l'impression qu'ils pensent que dans les universités, moi je l'ai quand même beaucoup entendu, on voit des Zemmour le dire régulièrement à la télé, qu'il y a un agenda, tu sais, politique woke qui orienterait, oui, là maintenant on va parler des femmes vikings parce que c'est le sujet du wokisme, nani nana, mais en réalité c'est pas ça. C'est des évolutions de la recherche, des évolutions de la méthodologie qui font que des choses ressortent qui ne ressortaient pas avant et c'est tout quoi. Ouais, oui, et puis quand bien même on dise, ben, par militantisme, je veux travailler sur ce sujet parce que c'est important, pourquoi pas, tu vois, juste, il n'y a pas de... Voilà. Mais en fait, c'est pas dans le but de nuire à qui que ce soit, c'est... Maintenant, je vais mettre mon énergie sur ce sujet-là que je trouve important pour des raisons qui m'appartiennent, et c'est complètement OK. Mm. Mais je suis pas en train de vous fabriquer des fake news. C'est pas la même chose, tu vois. Mais Et, ça, c'est... Oui, c'est compliqué. et pour Toujours revenir un du coup truc. à ta Je voudrais chaîne. être objective, mais personne ne l'est, en fait. Et aussi, vous avez, enfin, comme moi je dis, je parle de ce truc-là, je sais pas, je suis de gauche et tout, vous avez l'impression que je suis subjective, alors que je suis juste plus transparente que les gens qui vous font croire qu'ils sont objectifs. Ouais, Et je vous dis exactement. juste d'où je C'est parle. c'est super vrai dans le journalisme, c'est pareil. Quand tu es un journaliste qui a un point de vue politique de gauche, on te dit mais vous êtes subjectif, vous êtes un idéologue. Quand tu prends un point de vue politique de droite et de centre droit et que tu le défends comme ils font dans tous les JT télé, comme ils font sur tous les grands plateaux, tout le monde te dit tout de suite non mais monsieur, ce que vous dites, oui bien sûr c'est du bon sens, vous êtes d'une objectivité extraordinaire. Parce que la norme aujourd'hui, la doxa, la pensée dominante, elle est tellement orientée dans un sens que quand tu prends une parole de gauche, tu es tout de suite accusé d'orienter ta pensée. Mais en vérité, ce que toi, tu vas défendre en vision de l'histoire, comme tu le dis, en te situant et en présentant ton regard, ta méthode, ça sera quand même 100 fois plus objectif que du Stéphane Bern, qui va prendre ce qui l'arrange bien des sources, ce qui l'arrange bien de l'histoire, qui va raconter son roman national à la sauce royaliste pour servir une pensée politique aussi, mais qui n'est jamais présenté comme tel. Ça. Et pour revenir du coup à ta chaîne, C'est une autre histoire et tout, est-ce que du coup ce roman national, cette place, on va dire, de la question politique, du coup ça oriente des choix de vidéos, et est-ce que aussi le fait d'avoir politiquement une montée de l'extrême droite, de discours racistes, xénophobes et tout, parfois ça t'a aussi découragé de te dire je vais traiter ce sujet ou tel sujet en te disant non mais vas-y, pas la force quoi, tu vois? Oh non, au contraire, ça me fait plus, oh putain, à la fois, tout pour que je fasse une vidéo parce que c'est la merde. Ça me Ouais. fait plutôt plus y aller que... Mais à chaque fois, j'avoue, derrière, c'est un peu la tempête. Bon, toi-même, tu sais. Mais non, non, au contraire, oui, oui, au contraire, ben, voilà, à chaque fois, je sais pas, là, par exemple, le législatif, je l'ai fait sur Insta, mais tu vois, j'ai fait, bon, vas-y, il faut que je fasse une vidéo de pourquoi le RFI pas bien, ou ce genre de truc. J'ai eu fait en 2017, allez voter Macron au deuxième tour, j'ai eu fait, tu vois, genre, bon. Mais, mais non, non, au contraire, ça me fait plus paniquer et donne envie d'en parler que de m'échapper à chaque fois qu'il y a des mouvements comme ça.
genre et on vient des fois me chercher pour ça. On avait fait une vidéo avec un collectif d'historiens et d'historiennes qui avait fait le livre pour débunker comment Zemmour Mhm. il, il déforme l'histoire. Ouais, Vraiment, Zemmour genre, contre l'histoire, c'est total. ça? Oui. Et du coup, là, c'était les historiens qui étaient venus me chercher et qui m'avaient dit est-ce que tu peux pas. On est en train de préparer ce livre, est-ce que tu peux en parler en vidéo parce que c'est la merde? Et j'avais fait oui, bien sûr. Et cette vidéo, elle a été beaucoup vue en plus pour le coup, pour une vidéo pas dessin animé. Et elle dure 50 minutes et j'ai juste expliqué. J'ai fait un résumé de tous les chapitres du livre avec chacun des spécialistes en interview et tout. Et, et voilà, c'était pendant les présidentielles et on était en mode il faut y aller parce que c'est chaud quoi. Ouais. Et le petit livre, il s'est bien vendu aussi. Mm. Et tu as l'impression que sur Internet, YouTube et tout, il y a quelqu'un qui me disait, quand j'ai parlé de l'interview qu'on allait faire, je demandais aux gens de poser des questions, il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que tu penses qu'on a gagné la bataille culturelle ou au contraire, est-ce que tu penses qu'on est en train de la perdre sur Internet et en ligne? C'est dur à dire quand même, hein. C'est dur à dire. Mm. Les législatives, elles nous ont fait un peu du bien pour ça. Mais c'est vachement dur à dire parce qu'avec ces effets d'algo, j'ai quand même l'impression qu'on est dans nos bulles. Mais cela dit, justement, tu vois, j'ai fait un petit réel donc disant voici pourquoi le RN n'est pas du côté du peuple, en listant le nombre de réformes ou de votes qu'ils avaient fait qui n'allaient pas dans le sens du peuple euh, et de notre avenir et tout. Et je me disais, bon, ça va juste tomber dans les déjà convaincus. Et en fait, elle a été quand même vraiment beaucoup partagée. Et dans les partages, je voyais des gens dire ah, je l'avais pas vu comme ça. Ok, ça m'a convaincu et tout. Ils étaient peut-être pas hyper nombreux, mais je me suis dit ok, s'il y en a déjà quelques-uns sur qui ça peut faire ça et qui peut-être le repartager, ça tombe dans leur milieu à eux aussi. Tu vois, les gens un peu middle Mm. qu'on vise, ben c'est déjà ça de prix. Mais c'est vachement dur à quantifier, je pense. Et bon, on peut quand même pas trop dire que le temps soit au progressisme en ce moment, quoi. Ouais, on se prend un peu On se des prend le grosses, backlash vénère quand même. Ouais, on se prend des grosses claques. Bon, les gens disent qu'elle était géniale, ta vidéo, qu'elle était super, merci. ouais, que c'était super vidéo, très bonne vidéo. Elle était bien cette vidéo sur le RN et le peuple. Et est-ce que tu as l'impression que peut-être que du coup c'est plus simple pour toi Enfin, j'ai l'impression que tu orientes finalement, tu crées toujours du contenu, mais un peu moins sur C'est une autre histoire, un peu plus sur Insta TikTok, si j'ai bien suivi ce que tu dis depuis tout à l'heure. Et sur Insta TikTok, tu te permets peut-être un contenu plus politique où tu t'es plus Mmh. rentre dedans. Est-ce que finalement, je sais pas, est-ce que c'est un truc où tu te sens plus à l'aise, où tu te dis là, c'est ce qu'il faut faire en ce moment, c'est ce que j'ai envie de faire? Ouais, ça fait plaisir, mais tu vois, force est de constater que c'est quand même parce que ça fonctionne que je le fais et que comme sur YouTube ça fonctionne pas, je le fais moins. Donc il y a quand Hmm, même un truc tu vois, qui me lisse sur YouTube en tout cas, hmm, clairement. Mais si j'ai ralenti YouTube, c'était surtout parce que j'écrivais le spectacle cette année et que faire des vidéos longues, ça prend beaucoup de temps. Surtout, ça prend de la place en charge mentale créative. Donc hmm, quand je suis sur un sujet, tu vois, j'y pense beaucoup. Enfin voilà, ça prend de la place. Et comme je voulais écrire mon spectacle et que je voulais mettre mon énergie créative là-dessus, j'ai fait, ok, je mets en pause les vidéos. Il y en a une quand vraiment il y a un truc qui me tient de ouf et ça met le temps que ça met à sortir. Mais je veux mettre mon énergie créative sur le spectacle et du coup, je consacrais mes matinées à écrire le spectacle et pas à bosser sur mes scripts. Maintenant qu'il est écrit et pendant toute l'année, il va être en rodage. Donc, en gros, ça veut dire que tu joues devant des petites et moyennes salles pour affiner ton texte, hmm, le modifier et tout. Ça va être comme ça pendant toute l'année. Donc, le texte, il va encore un peu bouger, mais le gros du squelette du spectacle, il est sorti. Je vais pas, je pense, rajouter un nouveau sketch dedans ou un truc comme ça. Je pense pas juste étirer ou perfectionner ce qui existe déjà. Du coup, l'énergie créative, elle peut être focus sur autre chose. Et là, je reprends tranquillement les vidéos longues, tu vois. C'était plus pour un truc de disponibilité hmm. mentale, alors que les vidéos courtes sur Insta ou TikTok, elles absorbent pas cette énergie-là. Et en plus, j'ai quand même des documentalistes. Donc, j'ai une personne qui me cherche des exemples de sujets pour les vidéos courtes, Amandine, que j'embrasse. J'ai aussi un documentaliste pour les vidéos longues, Vincent, avec qui je travaille régulièrement. Des fois, c'est moi qui lis, des fois, c'est lui, ça dépend du mood et du budget. Mais les vidéos longues, elles absorbent plus de place, enfin de charge mentale tout simplement. Et aussi, c'est très long à faire, le montage et tout. Enfin bref, Hmm. euh, même quand j'avais des monteurs, là je suis revenue à, je fais tout en ce moment parce que j'adore ça en fait.
Mais et puis pareil, ça me fait faire des économies évidemment. Mais je trouve que là, je vais pouvoir me mettre là-dessus et tu vois, là, j'étais contente de m'absorber dans un sujet où d'ailleurs c'est moi qui ai fait toute la doc, qui ai lu le bouquin et bref, la culture des animaux. J'ai vu quelqu'un demander où était la vidéo, elle sort tout à l'heure. Elle est pas encore, elle À arrive, quelle mais heure, tout à l'heure? je sais pas trop, de ça dépend des quelques infos de mon équipe. D'accord. Voilà. Question peut-être sur le stand-up, du coup, puisque Ouais, tu en parles, tu es dans une transition, je crois que ça fait 1 an, ou 2 ans. 2 ans, voilà, Ouais. tu t'es dit, let's go, je vais monter sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? De quoi ça parle? Enfin, raconte-nous. Mais en fait, j'ai fait de la scène longtemps, je faisais de l'impro à Toulouse. Donc j'étais dans une troupe d'impro qui s'appelle Les Acides et tout et j'adorais ça et tout, c'était trop, trop bien. Donc j'ai l'habitude de jouer dans des bars, voilà. Mais c'est vraiment un autre exercice l'impro et j'avoue la scène ça me manquait et puis même mon expérience de vulgarisation elle vient de la scène parce que le premier truc de vulgarisation que j'ai fait, c'était ma thèse en 180 secondes, Hmm. donc le concours organisé par le CNRS où les doctorants et les doctorantes, ils doivent présenter leur sujet de thèse en 3 minutes sur scène pour le grand public et j'avais adoré j'avais fait ça d'abord et on avait eu un petit peu de formation à la vulgarisation pour, préparer ton passage. C'était vraiment très cool avec un comédien et tout et j'avais pas été sélectionnée pour la finale nationale, mais j'avais eu le prix du public à la finale régionale de Midi-Pyrénées et donc j'avais vraiment trop aimé cette expérience et en même temps, Heu, c'est là qu'on a démarré le vidéo avec mon pote Bart qui filme, sur la chaîne et du coup, je me suis orientée enfin, j'ai fini la thèse vidéo et tout. Je suis arrivée à Paris après ça et j'ai pas recherché de troupe d'impro à ce moment-là parce que j'avais un emploi du temps intense et c'était des années un peu sombres et j'avais plus trop d'énergie. Mhm. Mais ça fait un moment que j'avais envie de reprendre ça et que ça me manquait parce que vraiment j'adore la scène. J'ai fait aussi du théâtre, «classique» entre guillemets dans une asso, mais pendant 5 ans quand même, donc en vrai, voilà, je kiffais trop. Mais bon, c'était vraiment une asso étudiante, le spectacle à la fin d'année et puis voilà, tu vois? Même si on t'a fait toute l'année et du coup, ça faisait un moment que j'y pensais et que j'avais envie. On a commencé à organiser le Culture Fest avec mon équipe. Enfin avec Marie que tu as reçue. Mhm. Au début, c'était juste nous 2 et donc d'abord on a fait une soirée. Du coup, j'ai pu refaire un passage sur scène. Alors c'était pas vraiment stand-up, c'était plus un TEDx marrant à ce moment-là, je dirais. Mais, j'avais trop aimé et c'était aussi parce que régulièrement je suis invitée à faire des confs ou des interventions comme au festival Frames ou des trucs comme ça. Donc tu as un créneau d'1 heure et les gens ils t'attendent pas sur des trucs drôles et moi j'adore Mhm. parler d'histoire et caler des vannes dedans, comme je fais sur la chaîne et du coup les gens ils sont venus pour l'histoire, mais ils repartent en se marrant, donc on passe un bon moment, tu vois? Enfin, tout le monde, enfin bref, j'adore ça et du coup, ouais, le la scène, j'y pensais avec tout ça et en fait, quand j'ai commencé à dire un peu ça autour de moi et c'est le moment où, Étienne et Antoine avaient démarré leur projet. Je sais pas si tu vois ces gars? Ils se sont lancés pendant 1 an le défi de créer un spectacle pour le Trianon. Parce qu'ils avaient réussi à booker le Trianon en juin et ils avaient Mhm. jamais fait de stand-up et ils ont dit: «OK, on a 1 an pour apprendre à faire du stand-up et faire un spectacle et on va documenter ça en vlog» et J'ai du pas du coup, tout ils ont vu, mais commencé ça s'appelle comment? bah, Antoine et Étienne et Antoine, Étienne la chaîne Antoine. Étienne et Antoine ou Antoine et Étienne? Étienne et Antoine, je crois. Bref et du coup, mais ça c'est fini, enfin, c'était le projet d'1 an et tout, mais Mhm. c'est assez marrant de suivre leur, déboire et donc vraiment, c'est trop bien parce qu'ils commencent de zéro, donc tu les vois essayer d'écrire, se prendre des bides en comédie club et tout. Et petit à petit, ils ont aussi monté leur propre comédie club et ils ont commencé à en parler aux gens d'internet autour d'eux. Et pour leur première session, ils m'ont proposé de venir. Donc j'étais à la toute première, c'était mon premier passage de stand-up. Mhm. Et j'avais si peur, c'était horrible. J'étais terrifiée alors que je pensais y aller avec mon bagage d'impro. Et en Mhm. fait, j'ai eu tellement peur, j'ai fait le truc hyper vite, je suis partie en courant après et tout. C'est fou, j'ai fait un blackout total sur scène et tout. Mais bref, mais T'as vidé les ou scènes ça s'est bien passé? C'est juste toi qui as blackout? c'était OK. C'était Ok. vraiment pas ma meilleure scène, mais c'était la Mhm. toute première, j'étais très stressée, je suis allée très vite, mais j'ai la vidéo, c'est pas si pire. En vrai, ce qui est Mhm. pas mal, c'est que moi, à l'intérieur, je suis vraiment dead et je vois comment je suis sur scène, on voit de ouf que je suis stressée, mais le contraste avec comment je me sens à l'intérieur, je suis là: «Ça va, je donne bien le change Ouais, parce que ok, j'ai juste envie de ok. mourir». Mais bref.
Mais du coup, ça a commencé comme ça c'était quand? C'était en janvier, ça fait presque 2 ans. Donc janvier, pas le précédent, celui d'avant. Et voilà, et en fait, ben, après j'ai joué le jeu quoi. Je suis allée démarcher les comedy clubs, faire, 5 minutes par-ci par-là, m'entraîner, perfectionner, écrire des textes. Et donc moi j'ai plutôt un fil rouge qui est je parle pas beaucoup de moi sur scène, contrairement à ce que veut l'exercice du stand-up quand même. Enfin, traditionnellement, c'est plutôt ça, tu viens raconter ta life de manière marrante. Et en fait, moi, je voulais parler d'histoire, plutôt d'histoire de temps. Des fois, j'ai essayé des trucs un peu plus perso, mais j'avais plus envie de parler d'histoire. Donc, je fais des blagues avec l'histoire, mais je choisis des exemples qui sont gauleries, mais qui, j'espère, te laissent un petit, un petit, qui te permettent de prendre un petit peu de recul sur nos codes sociaux d'aujourd'hui, sur nos injonctions et tout. Exemple Mhm. que je donne tout le temps. J'ouvre le spectacle avec le fait que, comme j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, dans l'Antiquité, c'était très mal vu d'avoir une grosse tub. Il faut avoir une petite bite. Et du grosse tub, c'est une insulte dans l'Antiquité. On a vraiment des traces dans les textes latins et tout. Et du coup, je fais un dialogue de deux mecs qui s'insultent dans l'assemblée en disant: «T'as une grosse tub? Non, toi, t'as une grosse tub. Non, toi, t'as vraiment un énorme zizi. Pas du tout. Moi, j'ai un tout petit zizi. D'accord, je suis une personne respectable et tout.» Voilà, c'est gaulerie, c'est marrant et en même temps, j'espère que ça te laisse un petit hmm, what the fuck, pourquoi on se chie avec ces injonctions de merde à avoir une grosse Mhm. tub ou pas ou machin, avec tout ce que ça peut comporter de problématiques. Et du coup, c'est plein d'exemples comme ça, tu vois, dans le spectacle, parce que j'ai écrit plein de passages sur ok, je veux parler de ça. Justement, j'en ai un sur les femmes préhistoriques dont on parlait tout à l'heure. J'en ai un sur le bleu et le rose. J'en ai un sur l'homosexualité et tout. Et du coup, c'est des petits passages que je suis allée tester en comedy club. C'est ça que tu fais un peu traditionnellement. Et ensuite, tu mets bout à bout pour faire ton heure, comme on dit, pour faire le Mhm. spectacle. Mais moi, j'avais déjà. Parce que souvent, ce qui peut être dur pour les gens qui font du stand-up, c'est de trouver un lien cohérent à toutes tes petites scénettes de vie que tu as écrites pour que quand tu rassembles tout en une heure, ça fasse pas des moments de vie décousus qui ont rien à voir les uns avec les autres. Enfin, il y a aussi des gens qui font ça, ça peut être un choix. Mais c'est vrai que ça peut être assez plaisant quand tu trouves un fil rouge pour problématiser un peu ton spectacle. Moi, du coup, j'avais la chance d'avoir dès le début, juste, c'était de ça que je voulais parler. Des exemples où on a rigolé, mais on est reparti avec un putain, j'avoue, mais let's go, arrêtez de faire ça parce que en fait, c'est nul. Bref. Mhm. Et du coup, mon fil rouge, il était assez facile à. Enfin, ça s'est organisé de manière assez cohérente euh, quand j'ai fait l'heure. Et comme j'ai la chance d'avoir déjà une communauté, j'ai eu un peu un ticket rapide pour démarrer dans le spectacle. Et tout de suite, quand je suis allée toquer à une porte d'une prod, Valentine Mabi, que j'adore, elle m'a dit oui tout de suite. Et je sais que c'est un privilège par rapport à d'autres gens qui ont besoin d'abord de se faire un nom, etc. Mhm. Mais ben, moi, j'ai la chance de déjà pouvoir vendre un certain nombre de places. Donc, ça me fait prendre un petit ascenseur par rapport à d'autres gens. Mais du coup, tu vois, j'ai un metteur en scène qui est venu vite me voir. Théo, pareil, que j'embrasse, qui est trop super. Euh, Valentine, elle m'a dit oui tout de suite. Valentine, c'est la même prod que Swan Périssé, Tani, Lou Trossignon et Mhm. tout, plein de gens que j'adore et tout. Et du coup, enfin, de beaucoup d'artistes de la nouvelle scène, qui est un endroit que j'aimais trop fréquenter. Donc, je suis allée la voir parce que j'avais trop envie de faire partie de ce crew. Mais elle m'a dit oui direct et tout. J'ai de la chance parce que, voilà, normalement, bah, faut Et là, qu'elle tu te puisse retrouves en jouer parce tournée que machin. dans toute la Et voilà. Et France du coup, bah, 2 elle ans m'a plus tard, organisé une quoi. giga tournée. Oui, j'ai de Ouais. la chance. Donc là, on est à la nouvelle scène, on est complétos. Mais je peux vous annoncer. Ah putain, je l'ai pas encore dit publiquement. Je Allez, peux allez, vous allez! annoncer que. Oui, ah ben voilà, c'est maintenant que ça tourne mal, les amis. À partir de septembre prochain, on revient à Paris. Donc là, on fait la nouvelle scène jusqu'en décembre, mais il n'y a pas beaucoup de dates et elles sont complètes. Ensuite, on part en tournée un peu partout en France, en Suisse, en Belgique. Tout ça, c'est encore le rodage. Et à partir de septembre prochain, le spectacle, il va avoir son vrai titre, son vrai nom. Il va être fixé, même s'il peut toujours bouger, mais il va être à peu près fixé. Et là, on jouera à l'Européen 2 fois par semaine, entre septembre et décembre. L'Européen Incroyable. qui est ma salle préférée, où j'avais trop envie d'être. Donc je suis trop trop contente. Par contre, c'est une énorme salle. Donc il va falloir être là, les amis. Bref, c'est pas encore en vente. Par contre, normalement, demain, on ouvre la billetterie euh, pour une exceptionnelle au Théâtre de l'Œuvre qui aura lieu en juin. Donc c'est aussi à Paris et c'est une très très belle salle. Et ça va être le lancement de la version officielle du spectacle, entre guillemets. Moi qui va me permettre aussi de faire venir de la presse et tout pour faire de la com sur l'Européen qui arrivera après. Mais du coup, si jamais ça vous intéresse, que vous étiez frustré de ne pas pouvoir venir à la nouvelle scène parce que c'est complet, sachez qu'à partir de demain,
il va y avoir des ventes de places de spectacle pour Paris. Et vous n'avez pas réussi à avoir, donc pour juin prochain. Et Et, sinon, par contre, juste, si vous rentrez chez vos parents, je fais une tournée à travers la France. N'hésitez pas. ouais, voilà, c'est ça. Tu t'es en tournée sur toute la France. Je crois qu'il y a eu un petit bug. Marie, je crois que tu as voulu mettre le lien dans le chat, mais comme on a des Ah raids oui. d'extrême droite, on peut pas mettre les liens. Ah. Donc il faut que tu envoies à Mister Le, qui est mon modérateur et qui fait ma modération, le lien Linktree ou quelque chose comme ça, mais directement à Mister Le en DM, et il mettra toutes les dates comme ça dans le chat, Trop sympa. et comme ça tout le monde pourra aller voir la date. J'avais noté la date à Marseille. Attends, je vais vous dire, au moins Marseille, vous Ah, saurez. mais je vais te mettre une invite. Mais oui. Ah bah je viens de ouf, je Mais viens de ouf. Ah évidemment, bah, bien bien sûr, sûr. bien sûr. Bien sûr. Bon, je sais plus où Oui, j'avais. Marseille, c'est. Attends. Voilà, c'est bon, c'est dans le chat. Vous avez les prochaines dates de Ouais, bah, vous spectacle de avez le link. Manon. Et c'est en haut, c'est épinglé en haut. Si vous avez envie d'aller voir, franchement, un spectacle, ça régale. Un spectacle par Manon Bril, c'est Ouais, encore mieux, venez. évidemment, allez-y. C'est Je sais important. pas encore, mais. Et Mais vous non, mais venez, en vrai, et ça va pendant le bien. spectacle, vous criez que vous venez de ma part, au milieu, quand elle est en train de parler, comme Oui, ça. en plein milieu, coupez-moi la parole. Faites ça, ça va être. C'est le mieux, c'est ce que préfèrent les humoristes, hein. Ça crée de l'interaction, ça fait des moments sur TikTok. Tout de Ça suite, va c'est être trop bien. bien. Oui, j'y serai en mars à Marseille, Ok, trop bien. à l'Ardu. Et, Donc, et du coup, pour reparler du spectacle et tout, est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu conçois? Enfin, je pense que c'est politique en soi par rapport à ce que tu dis, mais est-ce que toi, ouf. tu le vis comme un spectacle politique? Est-ce que tu dis là, Ah je fais un oui, c'est spectacle volontaire. politique? Ah oui, c'est militant, bien sûr, évidemment. Ah oui, totalement. Totalement. Et il y a souvent cette image, justement, quand on parle de politique, tu vois, que l'humour, c'est un truc que la gauche sait pas faire. À droite, on dit toujours, ouais, franchement, vous êtes pas marrants, les gauchos, vous avez C'est donc aucun ça humour. l'humour de gauche. J'ai en commentaire. Je suis là: «Oui, c'est ça qui nous fait rire. Ça te fait pas rire, c'est pas grave, dégage, mais nous on s'amuse bien». Et comment t'expliques justement qu'il y ait cette image que la gauche a pas d'humour, et pourquoi nous on nous perçoit toujours comme des espèces d'intellectuels poètes qui vont sur France Inter avec des vestes en velours côtelé et au cou de rapiécé pour expliquer des trucs compliqués? Je fais littéralement cette blague sur les historiens dans le spectacle. Je dis que c'est des vieux gars avec des patchs sur les coudes et une veste en tweed. Je parle vraiment de ça. Mais mais là, on parle d'une gauche particulière. On parle d'une gauche caviar, intello, la même qui me dit ça doit pas être ça l'histoire, nana, tu vois. Donc oui, c'est aussi des gens visibles, tu vois. Mmh. Je pense que l'extrême droite, par contre, ils disent l'humour de gauche c'est nul parce qu'on peut plus rien dire. Donc comme on peut pas faire des blagues racistes et sexistes, c'est nul. Je pense que c'est plus ça leur problème. Mmh. Et aussi, ils aiment pas nos blagues parce que nous, on fait des blagues sur. Moi, je fais des blagues sur ouin ouin les hommes, évidemment. Et du coup, ils sont là: «Oh non, tu m'as blessé dans mon écho. Ouin ouin ouin. Oh, C'est pas mon rigolo». cœur se brise. C'est ça. «Oh non, je fais des blagues sur les hommes blancs, cis hétéros. Oh non». Donc ils font ouin ouin. Ils aiment Mais pas. après, Mais ils nous rigolent bien. sans aller dans le on peut plus rien dire, etc., il y a quand même une réalité du monde militant. Moi, je sais que je discute beaucoup avec des streamers, streameuses, des créateurs, créatrices de contenu à gauche, où il y a parfois un ressenti d'une énorme pression quand on va sur des sujets politiques de gauche, à se dire bon, attention, faut pas que je parle mal de ci, faut pas que je parle mal de ça, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me planter. Et je sais par exemple que sur Twitch, il y a plein de gens que je connais d'Insta ou de YouTube qui osent pas se lancer parce qu'ils se disent ah, mais on va parler 3 heures. 3 heures, je vais forcément me tromper, je vais forcément dire une connerie, je vais dire un truc que j'aurais pas dû bien dire. En fait, il y a un peu cette envie de performance militante parfaite qui fait que des fois, on se paralyse. Moi, je le défends beaucoup sur Twitch, le droit à l'erreur et le fait de dire, attendez, il y a quand même une énorme différence entre commencer à dire des trucs racistes, sexistes, LGBT-phobes et parler comme ça et de ne C'est une parfois être un culture. peu imprécis sur un sujet à un autre. Est-ce que tu crois pas C'est qu'il ça. faut justement qu'on s'autorise à se dire, bon, bah, des fois, on peut se tromper et quand même aller, voilà, pour faire de l'humour, pour être sur partout, quoi. Bah, ça, c'est le problème de la pureté militante. Dans nos milieux, c'est quand même un sujet vénère, tu vois. Genre, voilà, t'as pas droit à l'erreur et il y a plus de différence entre quelqu'un qui a pu dire, par exemple, quelqu'un qui a pu dire un propos sexiste par non-connaissance du sujet et quelqu'un qui dit un propos sexiste par haine, tu vois. Mmh. Évidemment que ça m'énerve quand j'entends des propos sexistes par des gars qui en disent, mais parce qu'ils se rendent pas compte. Mais c'est différent de plutôt qu'un gars qui me dit retourne à la cuisine, tu vois. Donc on en revient toujours à du coup le moins de faux pas tu te fais dégommer et ben il y a des gens qui vont apprendre de ça, il y a des gens qui vont au contraire se refermer sur eux-mêmes et je sais plus à qui on en parlait il y a pas très longtemps mais qui vont devenir carrément des porte-étendards du mouvement inverse et on se fabrique aussi des graves ennemis, je pense, comme ça. Tu vois, genre, je me demande à quel point J.K. Rowling, qui de base est transphobe, est-ce qu'elle serait devenue carrément un porte-étendard
Parce que tu vois, genre, elle est Hmm. transphobe, c'est une connasse, point barre, il n'y a pas de débat. Mais est-ce qu'elle serait devenue militante, tu vois, à lutter carrément pour ses propos vaseux et haineux si elle s'était pas fait... Enfin, c'est J'allais pas dire c'est gênant harceler ce que je parce dis parce que qu'on dirait que je la dédouane, c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que la pureté militante, elle peut nous fabriquer des ennemis aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin hmm. bref, c'est Oui, non, c'est qu'en compliqué fait, comme moi, parfois, sujet, j'ai l'impression qu'on est tellement dans la performance, on est tellement dans la mise en scène, tu vois, de regardez, je suis un bon militant, je fais bien et tout, que ouais, on finit par déjà bah, se passer peut-être un peu trop de temps à se renifler le cul les uns les autres et tout. Oui aussi. Et après, oui, il y a des fois peut-être qu'on fait escalader des trucs ou non. Pour J.K. Rowling, je n'irai pas sur ça parce que je trouve qu'elle avait une audience énorme et qu'elle a assez rapidement utilisé son audience politiquement. Moi, j'avais fait une vidéo sur elle et c'est Ouais, assez j'avoue, je impressionnant. dis ça sans avoir reçu de près, mais Ouais, mais du coup, j'explique parce que je trouve ça trop intéressant. C'est intéressant de voir que elle, tu vois, justement, c'est une vraie militante. Elle est vraiment engagée. Il y ouais, a des assos. Elle avait une asso où elle était déjà dans des trucs. Elle soutenait des personnalités d'extrême droite en Grande-Bretagne et tout. ça je savais pas. Mais je pense que dans d'autres cas, ouais, je pense qu'il peut y avoir des effets d'escalade où, tu vois, enfin, moi, des fois, je trouve qu'on jette des gens sous le bus, même des gens de gauche, tu vois, très rapidement. Je me dis, est-ce que là, c'est vraiment la bonne personne à cibler au moment où, tu vois, on a des Papacito, des Baptiste Ouais, c'est Marché, ça. on peut pas mettre sur la même échelle, comme tu dis, quelqu'un qui accidentellement s'exprime mal sur un sujet et quelqu'un qui justement va avoir un militantisme type J.K. Rowling ou Papacito Mm. qui défend en permanence une idée, qui la met là, c'est son cheval de bataille, son drapeau et Mais qui c'est est ça, il y a une horrible. différence entre, encore une fois, pas être au courant et du coup dire des trucs problématiques parce que t'es pas au courant, c'est chiant, il faut l'expliquer aussi et pas laisser passer. Mais il y a une différence entre ça et le dire par haine et par conviction, tu vois. Donc voilà, après, moi la première, je suis fatiguée, j'en ai marre d'expliquer. Hmm. Enfin, tu vois, je comprends aussi que voilà. Mais des fois, c'est vrai que les harcèlements que ça peut générer parce que quelqu'un fait une erreur, je sais pas, je trouve ça grave aussi, tu vois? Enfin bref. Et t'as l'impression que tu arrives à faire changer des gens d'avis des fois avec ton spectacle, tes vidéos et tout. Tu te dis, est-ce qu'il y a des gens peut-être, je sais pas, t'as eu des retours de trucs comme ça, de gens où tu dis, là, lui, j'ai réussi à le Ben écoute, sortir de sa merde, tu vois. typiquement, il y a pas très longtemps, j'ai joué à Bruxelles et c'était super. Les Belges, sont les meilleurs. On m'avait prévenu, mais c'était trop bien. Et il y a un gars à la fin du spectacle qui est venu me voir et qui m'a dit il est venu me voir et il m'a dit: «Je suis pas de gauche, mais tu m'as convaincu», un truc comme ça. Enfin, je j'ai trop aimé ton spectacle et donc en gros, c'est un peu un tu vois, c'est un peu un c'est pas un gars mascu, mais c'est un middle not all men, tu vois? Hmm. Et j'ai réussi à lui parler et en gros, c'est un peu ça ma cible, tu vois? Genre, il y a je m'adresse à mon propre camp pour qu'on rigole entre nous, qu'on se renforce et que ça fasse du bien, mais aussi peut-être à la frange un petit peu plus loin qui est pas forcément, qui est tu sais, qui est un peu pas renseignée, Ouais, apolitique, confus. voilà, pour essayer de leur dire: «Bon, arrêtez de dire One One Not All Men, voici pourquoi c'est chiant». Tu vois, genre, je vais pas récupérer les masculins, ça c'est sûr, mais ceux qui sont un peu au milieu comme ça, j'espère en capter quelques-uns et lui, il m'a dit ça, tu vois? Et je me suis dit: «Cool, c'est vraiment ça que je veux faire». Il y a un gars qui m'a dit: «Ça va? C'est pas émasculant». J'étais là: «Cool, je t'ai pas coupé les couilles, tout va bien» et en même temps, de son point de vue et de son tu vois, je sais pas, de son référentiel et de son vocabulaire, je me dis: «Mais cool» et ce gars qui vient utiliser ce terme-là avec moi, donc qui est probablement pas ultra féministe et tout, bah, je l'ai eu dans le spectacle, tu vois? Hmm. Que c'est cool. Enfin bref, voilà quoi. Ouais, pour moi, c'est une énorme win quand tu arrives à choper Ouais. des gens comme ça que tu n'aurais pas eu forcément. En parlant de choper des gens, là, je vois Steve Inès qui dit hop, 2 places pour Toulouse en juin. Donc, ça. Ouais, merci. En tout cas, tu vends bien ton truc et ça plaît bien. Et en parlant de place à vendre, il y a aussi donc, un autre événement que tu as, c'est le Culture Oui, Fest, qui est oui. donc ton festival de vulgarisation scientifique que tu fais depuis du coup 2 ans aussi ou 1 an. Alors écoute, ça va être la quatrième édition. Quatrième Quatrième. édition. Ouais, Eh oui, bah, ouais. j'ai complètement Non, non, mais t'inquiète. La zappé. première année était très discrète, c'est un peu une édition zéro. La première année, c'était juste Hmm. une soirée. Après, on a fait, la première «vraie version» entre guillemets, sur la péniche Le Mazette, en face de la gare de Lyon à Paris. C'était super, on s'est un peu serré là-bas et depuis l'an dernier, on est aux Magasins Généraux et Doc B à Pantin, donc dans un lieu beaucoup plus spacieux et tout et c'est trop bien. Donc en gros, pour vous expliquer le principe du festival, c'est le festival de la culture détendue. En gros, c'est un peu dans le mood de ce que je fais sur ma chaîne, c'est de dire,
C'est pas parce que c'est de la culture et qu'on parle de trucs intelligents qu'on a besoin d'être ampoulé, académique, et cetera. Et inversement, c'est pas parce que c'est de l'humour que c'est pas de la culture. C'est pas parce que c'est rigolo et c'est des blagues que c'est pas important. Et du coup, la journée type, mais cette année, pour la première fois, on va faire 2 jours. Tu as des cartes blanches de 15 minutes. Tu as 2 scènes. Une scène avec des cartes blanches de 15 minutes à plein d'invités. Donc des vulgarisateurs, vulgarisatrices, humoristes, journalistes, artistes, qui font tous un passage de 15 minutes. Et une autre scène avec des créneaux d'1 heure avec des podcasts en public. Il y a aussi un marché avec des créateurs et des créatrices qui vendent leur création. Là, on va rajouter un forum des associations. Depuis le début, on a nous toutes qui vient tenir un stand et tout. Mais là, on veut mettre en avant d'autres problématiques Mhm. en plus du féminisme et tout. Donc on va, parce en gros, cette année, on passe à 2 jours et on récupère aussi un espace un peu plus grand, donc on peut un peu étaler nos activités. Va y avoir un stand tenu par une librairie où il y aura des dédicaces de ces nombreux youtubeurs et youtubeuses qui ont écrit des livres. Va y avoir un petit coin projection, voilà. Et le soir, le samedi soir, le dimanche on fait dodo après la journée, mais le samedi soir il y a une partie fête avec blind test, DJ set, karaoké, drag show, voilà. Trop Donc c'est ça en bien. gros le Culture Fest, ça sera les 24 et 25 mai, donc toujours au Dog Bay, magasins généraux. Et les places sont pas encore en vente, mais ça pareil, il faut venir sur mon Insta ou sur l'Insta du Culture Fest, culture.fest.off. Et normalement, on les vend autour de entre 3 mois et 2 mois avant l'événement. C'est vrai que ça part un peu vite, donc il faut un peu guetter. Mais l'an dernier, on a vendu en une semaine. C'est pas non plus genre, faut être connecté tout de Mhm. suite, mais voilà. Une semaine, c'est Bref. rapide quand même. Et c'est C'est quoi, rapide. On est c'est très quoi content. qui t'a motivé à faire ça? C'est quoi le contact, le fait de C'est Marie. rejoindre? C'est Marie que tu as reçue, qui m'a dit Marie, elle faisait l'événementiel chez Mademoiselle à l'époque, donc elle a l'habitude d'organiser des événements et donc pour préciser, c'est quand que tu l'as eu Marie? C'est la semaine Alors dernière? Marie, je l'ai pas eu en interview. Marie, on s'est appelé dans Ah la pardon, vie. sorry, je croyais qu'elle était venue dans ton Non, j'ai pas non, du tout mais cela dit, bonne idée. Ça ferait une très bah bonne oui, interview. chat et Ouais. d'ailleurs elle est dans le chat, Elle est dans le Marie chat. Kigai. C'est Marie Kigai que vous voyez là. Oui pardon, excuse-moi, et bah, quand tu m'as dit vidéo, Marie, j'ai T'as pensé pensé en enfin j'ai live. pensé Non, non, oui, mais c'est bref, pas grave. donc je la présente pour, de bon. Marie Camier, qui est aussi, streameuse de son côté et qui est dans le chat si vous voulez lui parler. Par ailleurs, c'est aussi, ma prod, bras droit, je dis, parce qu'elle fait un peu tous les trucs chiants sur ma chaîne, l'administration, voilà, c'est la personne à qui je dis: «Marie, j'ai reçu un mail de l'URSSAF et je sais pas ce qu'ils me veulent» et cetera. Tu peux m'aider à déclarer mes impôts. Et donc elle gère toute ma chaîne et il y a 4 ans maintenant, elle m'avait dit: «Ça te dirait pas de faire de l'événementiel autour de C'est une autre histoire et tout?» J'ai fait: «Mais trop bien, j'ai trop envie de faire ça», notamment parce que j'adore la scène et j'avais pas encore repris la scène et voir les gens en vrai, c'est trop cool. On sortait du covid et tout, donc il y avait aussi ce truc d'avoir envie de se retrouver et donc la première édition s'est lancée à nous 2 et elle avait pris une stagiaire et on a organisé cette soirée et ensuite, l'année suivante où on est passé au plus grand format, bah, là, on a constitué une équipe et maintenant on est une petite équipe. Le noyau dur d'orga c'est 5 personnes, mais il y a une équipe plus étendue avec aussi, le graphisme, la DA, les recherches de partenaires et cetera. Mais voilà, en gros, maintenant, c'est une petite team, le Culture Fest, mais vraiment incroyable et tout se passe trop, trop bien et le public est trop, trop mignon. Ça fait extrêmement de bien de C'est combien de faire cet personnes à chaque événement fois? aussi. 2000. 2000, c'est quand même pas Heu, mal. Et il y a oui, des c'est comme ça. gros, il y a du beau monde. Il y a, je sais plus, Salomé Il y a une Saké, belle Charlie programmation. Je suis Gnger. très fière de ma programmation. Je peux pas encore vous annoncer la suivante, mais je suis dessus. T'as pas un nom, Mais, un truc que tu peux leak là, un petit. je peux vous leaker un nom Allez, pour en exclu chez toi. On va avoir Usul cette année. trop cool. Trop cool. Ça va Voilà. faire plaisir. Ah là, t'as bien choisi le bon nom qu'il fallait. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là chez toi. Tous les Mais il y aura gauchos plein là, de tous les gauchos sont voilà, contents. exactement. Va y avoir plein de gens, super, je suis en train de constituer, le planning et bref et ça m'a fait aussi trop du bien de voir à quel point les gens étaient trop mignons et ça fait quelque chose quand même de parce que voilà, comme tu dis, on se reçoit de la fiente toute la journée sur internet, des commentaires haineux et tout, mais la majorité silencieuse, elle est vraiment
très pipou et du coup, de les voir en vrai, de voir comment ils se comportent, comment ils sont adorables, comment ils sont aussi totalement dans ton délire et tout, ça fait trop plaisir et c'est vraiment un super moment et je suis aussi très, très fière parce que mes invités, ils passent tous aussi un très bon moment, ils me le disaient après et du coup, j'avoue, j'en tire de la fierté aussi. Je trouve que le contact humain, c'est un truc qui fait trop du bien. Tu t'as beau avoir plein Ouais, d'abonnés, tu sais, ça oui, reste finalement, ça devient un nombre qui te fait peur et qui te ouais, stresse parce qu'il faut pas qu'ils bougent. Et quand tu rencontres les gens et que tu as des sourires au lieu d'avoir des emojis, il y a quand même un moment dans la vie, ça fait genre, c'est ça. trop Et cool. puis aussi, on a organisé un truc qui se veut vraiment horizontal. Mon modèle pour ça, c'est ce que faisait Nota Bene à l'époque avec les historiques. Mhm. Donc c'était un festival aussi qu'il a organisé pareil avec des talks comme ça et plein d'activités et tout, mais juste autour de l'histoire. Nous, c'est pas thème histoire, c'est les invités, ils ont carte blanche, ils partent de ce qu'ils veulent. Mais du coup, c'était trop trop bien aussi ce qu'ils faisaient Ben et Kali. Ils étaient installés dans une petite forteresse vers Tours, à Montbazon et tout. Et en fait, pendant tout un week-end, on était tous ensemble, les créateurs et les créatrices, comme les gens qui venaient les écouter. Et c'était hyper horizontal. On a juste un petit coin VIP pour aller un peu souffler hors de la foule. Mais sinon, en fait, Mhm. on passe sur scène et après, on descend dans le public, écouter les autres, on boit des bières tous ensemble. Enfin, c'est hyper horizontal. Il n'y a pas de dédicace tu sais, de lignes comme à la Japan Expo où tu fais la queue pour prendre une photo, machin. Enfin, là, on mettra un stand de dédicace de livres, mais déjà, c'est des petits créneaux d'une heure à pas grand monde et il y a un lien avec l'objet culturel, tu vois. Mais sinon, t'as pas de rapport voilà, vertical comme tu peux voir dans d'autres événements. T'as une personne sur scène, mais tous les autres, on est ensemble dans le festival. Tu te balades au milieu des créateurs et des créatrices avec qui tu peux discuter. Et à la fois, c'est chouette et à la fois, les gens sont très respectueux aussi parce que nous, on se disait, est-ce que les invités vont être trop assaillis de photos, Mhm. comme ça et tout. Et pas du tout. En fait, le mood, il est trop bien. Enfin, tout le monde. Enfin, c'est vraiment super. Ça fait trop plaisir. Bon, bah, trop cool. Je pense que on a fait un peu le tour, hein. Je sais pas si je voulais Ouais. parler d'un sujet particulier, mais je trouve qu'on a pas mal traité d'un peu tout. Juste pour terminer, vraiment finir, j'aime bien poser deux, trois petites questions, mais feel good très rapide. C'était juste pour savoir, est-ce que tu aurais des petites recos feel good aux gens en film, série, musique, un truc que tu regardes en ce moment qui te fait te sentir bien, ou une musique que tu écoutes à chaque fois, ça te met le smile? Ah, c'est trop mignon, putain. C'est con, j'ai pas réfléchi. Alors attends, qu'est-ce que je pourrais te mettre en feel good? Même moi, là, Mmh. je réfléchis à un truc à vous dire que je suis en train de regarder, mais je regarde des dramas coréens. Ouais. C'est c'est feel good, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de les recommander? Je sais pas. Ça dépend quoi. C'est. Heu, que je mate et que j'adore. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai vu un peu des trucs assez j'ai adoré Culte, mais je mettrais pas l'adjectif feel good dessus. Ok. Tu vois ce que c'est cette, Ouais, série? c'est la série sur Et le c'est loft, c'est ça? ouais, franchement, ça te hook, c'est un truc de fou. C'est vraiment trop, trop bien, mais feel good n'est pas le mot, quoi. Ok, C'est un ok. c'est un peu dark même, enfin, mais Ah, mais Marie, mais qu'est-ce moi, je regarde tous les pires dramas coréens de Netflix et oui, Prime, hein. il y a quelqu'un qui me fait une reco, vas-y, je vais faire ma énième reco que je fais partout, mais c'est la Vas-y. meilleure. C'est l'émission Sirène, mais genre vraiment, Trop j'en bien, kiffe. j'ai vu. C'est la 5e fois que j'en parle au moins. Tu vois ce que c'est ou pas? Mais je l'ai vu, j'ai regardé, Ah, j'adore, tu l'as c'est maté? trop Ah bien. ouais, oui, c'est C'est trop bien. trop, trop bien. Ah putain, merci, ça me fait plaisir. En fait, j'arrête pas d'en parler, mais je rencontre pas si souvent des gens qui qui l'ont vu. T'étais quel team? Heu, moi, je suis team pompière de ouf, mais Ah, je comprends. je veux pas on spoil pas les gens. Je Chut. comprends. On va rien dire, on va Mais rien dire. Mais team pompière. toi, tu team qui? Non, mais team pompière, moi, j'étais assez. J'aimais bien, vraiment, j'aimais bien. Ouais. Bon, les militaires font trop peur et tout. J'étais pas pour les En gros militaires, j'aime pas les flics, donc ça. oui, voilà. Ouais, les militaires, elles font vraiment bader. Mais en gros, pour expliquer aux gens, donc Sirène sur Netflix, je l'ai tellement pitché de fois, je Vas-y, connais pas. vas-y, vas-y. J'espère que t'es Hem, rémunéré pour ça. mais I wish, franchement, faites une émission. En fait, j'en parle partout en espérant qu'ils fassent oh, il y a plein parce qu'il y a pas de saison 2. Le Mhm. show est arrêté et c'est vraiment tragique pour moi. Et j'aimerais trop que Netflix y fasse, mais il y a plein de vues qui proviennent de la France, quelqu'un rachète les droits, on refait une saison française. Mais bref, oui, j'en ai parlé chez Camille et Justine, j'en ai parlé dans le Floodcast. En gros, c'est sur une île déserte, il y a des équipes qui s'affrontent, mais ce sont que des équipes de femmes et qui représentent leur corps de métier. Donc, tu as les militaires, les policières, les pompières, les athlètes, les gardes du corps, les, Cascadeuse. ch- les cascadeuses, merci. Et elles ont toutes une base, et en gros, c'est un jeu de capture de flag. Donc, dans chaque base, elles ont planqué leur drapeau. Quand la sirène retentit, tu as le droit d'aller choper le drapeau d'une équipe adverse.
Et si tu t'enlèves le drapeau d'une équipe, elle est éliminée, tu peux récupérer sa base. Voilà. Mais c'est pimenté entre 2 retentissements de sirènes, il y a des épreuves d'arène où elles font des épreuves, mais c'est des épreuves genre creuser un trou immense et le reboucher avec du sable et machin, ou faire un feu avec des bûches et éteindre le feu de l'équipe adverse et tout. Et elles gagnent des avantages enfin, celles qui gagnent des avantages sur les autres et tout. Et genre vraiment, elles sont tellement badass. C'est incroyable. Enfin, on est d'accord que si c'est une émission ou si c'était des hommes, ce serait une catastrophe. C'est vrai, horrible. Ce serait hyper mascu, hyper viriliste. Mais là, comme c'est des meufs, c'est trop charmé. Et c'est vraiment, genre, le montage, il est bien fait pour te tenir en haleine avec un suspense jusqu'au bout et tout. Ça fait trop plaisir de voir des meufs badass. Et il n'y a pas de chichi de télé-réalité ou à la koh où ça fait oui, mais là, elle m'a dit ça, et du coup, moi, nanani, c'est juste hyper factuel. C'est genre, nous avions une alliance avec les cascadeuses, nous ne pouvions pas la rompre, mais les pompières nous ont fait une offre alléchante. Et c'est que de la stratégie et de la force. Et j'adore. Ouais. C'est vraiment Et moi, je trop bien. déteste koh et j'ai adoré Sirène justement parce qu'il n'y a pas ce côté chiant, trahison, je sais pas quoi, machin. Il y a un peu des trahisons, mais c'est plus Bah, de groupe et on se tape et on se bagarre et c'est pas du tout. pas pour les mêmes choses. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, moi, ça peut me tenir dans koh ce genre de truc, Moi, koh j'avoue. je supporte Et pas là, il n'y a pas ça. l'ambiance groupe Oui, toxique, tu vois. Genre vraiment, moi, ça me met mal. on élimine les femmes en Ah bah premier. déjà, voilà, c'est ça. Première éliminée, bon bah on va prendre une meuf au pif et puis ainsi de suite. Elle est un peu forte, hein. Oui, elle a pas beaucoup coupé de bois, allez hop, on la vire. C'est putain. Non, moi Ou elle en a trop coupé, elle est trop forte, on la vire. C'est ça, Toujours. carrément. Je supporte pas koh et pourtant ça c'était vraiment marrant. Donc c'est une émission réelle, ouais, c'est une émission réelle, Oui, c'est une télé-réalité quoi. Et ça et s'appelle aussi, il Sirène. n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner. C'est juste l'honneur de défendre ton corps de métier. Ouais, carrément. Genre, les pompières sont les femmes les plus fortes de Corée et tout. Franchement, Et en aussi, France, je sais pas si ça marcherait aussi bien. Je sais pas si la version française, elle aurait. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pour ça que ça a pas trouvé son public en Corée, parce que c'est vraiment à l'opposé de ce que les dramas coréens ils nous vendent comme image de femmes coréennes, hein. C'est vraiment très différent. Là, c'est lesbienne core et tout, tu vois. Et genre, c'est pas du tout les femmes fragiles qu'on voit dans les dramas coréens d'habitude, tu vois. Après, je veux pas défendre les dramas, mais ça change. Ils essayent de casser un peu les images. On a des meufs un peu plus badass, un peu moins tout le temps sauvées par des mecs et tout. Pas des recos. Mais des fois, il y a des catastrophes. Là, moi, je regarde un truc, c'est une catastrophe. Mais bon, je vais voir la fin maintenant. Il me reste quoi? Il y a que 7 épisodes d'1h30. Je veux dire, il m'en reste 5. Dans à peu près 10 heures, j'ai terminé. Évidemment. Non, mais j'en regarde aussi, donc t'inquiète, je te jette pas la pierre. Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper différent de ce que nous, on consomme de la Corée d'habitude. Donc c'est pas mal aussi de voir autre chose. Ouais, carrément. Et puis j'aime bien les télé-réalités coréennes. Moi, en général, je me fais bien avoir. Ils ont une télé-réalité sur des influenceurs que j'ai trouvé rigolote. Ouais. Le truc du diable? Non. De quoi? C'est pas une émission Le Diable quelque chose, non? Ah non, pas ça, c'est un truc genre le chef, je sais plus comment ça s'appelle, genre Top Chef, mais version Corée. Et qui est, moi j'ai bien aimé, mais après franchement bon, me faites pas confiance. Moi j'ai un monde où j'ai une expertise dans le divertissement, comptez pas sur moi. Moi je regarde vraiment n'importe quoi, hein. Je lis Aishid 21, je regarde des dramas coréens et de la télé-réalité coréenne, je sais pas pourquoi. Il y a le truc de sport là, 100% physique, que j'avais regardé aussi, j'ai trouvé ça génial. Je suis trop client, moi je me laisse complètement avoir. Mais bon voilà, donc tout ça pour dire 100% physique c'est cool aussi, nous dit Social Justice Beaver. Mais moi, je sais pas pourquoi j'aime pas la télé-réalité en France et les télé-réalités coréennes, c'est la manière de faire, le fait d'être on point, tu sais, d'aller, comme tu dis, tout droit, ça m'attrape à chaque fois. Ouais. Ok, ça me donne envie d'en mater d'autres. Bah écoute Manon, merci beaucoup d'être venue, c'était très très cool et très gentil de ta part. Ouais, bah, merci pour l'invite. Bah écoute, j'ai beaucoup aimé l'échange, ça fait super plaisir. Et évidemment, allez voir le spectacle de Manon, vous avez les dates, allez prendre vos places au Culture Fest quand elles seront disponibles. En attendant, suivez le Culture Fest sur Insta. Pardon? Je dis venez sur Insta pour guetter les places du Culture Fest. Ça sera 2 ou 3 mois avant les dates qui sont le 24 et 25 mai. Voilà, vous savez qu'il y a au moins 2 personnes qui seront présentes, donc Manon et Usul, c'est déjà pas mal. Ça vous donne des infos. Voilà, on a gratté et on a eu des exclus aujourd'hui. En plus, vous avez eu des exclus, franchement. On nous a régalé, Bon, un énorme merci Manon. Si tu veux, tu peux juste raccrocher l'appel Discord. Merci beaucoup d'être passé et puis bah écoute, au plaisir de refaire un truc ensemble, un de ces 4. Merci, bye bye. Bye bye, ciao.